Globalement, la justice, elle est quoi? De droite, de gauche? Elle a une position politique? Elle est plutôt de gauche, la justice. Ouais, tu penses? Oui. C'est marrant parce que souvent les formateurs parlent en chiffre d'affaires, très bizarrement, parce qu'ils réinvestissent 70-80% dans le marketing et finalement le résultat... Demain, je veux bien un salarié parce que je l'ai chopé 2-3 fois sur son téléphone, il aura gain de cause. Lui, il peut me voler des heures, mais moi, je peux pas le foutre dehors pour cette raison-là. Les gens veulent tout de suite. C'est les réseaux sociaux, c'est TikTok. Ouais, c'est TikTok. 3 secondes. Mais ça. Une bonne affaire immobilière, parfois, c'est 1 an. Le plus gros cachet en tant qu'avocat que tu aies pu prendre. Le plus gros cachet, c'est dans une session, évidemment. Non. Ou en une seule fois. Je connais l'expression gagnant-gagnant. Qu'est-ce que t'en penses? Le gagnant-gagnant sur un même terrain, à savoir le terrain économique, j'y crois pas dans une banque. Il y a un moment donné où quelqu'un doit perdre quelque chose. Une question too much, mais est-ce que t'as déjà accepté des pots de vin? Bon Fabien, je suis très content de faire un podcast avec toi parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce que tu fais, sur qui tu es. Je vais te décrire avec quelques éléments et puis tu me diras si je suis dans le vrai et tu pourras aussi dire auprès des auditeurs qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie. En plus de ton activité d'avocat en droit des affaires, c'est bien ça? C'est exactement ça. Tu as quel âge? 34 ans. 34 ans, ça fait combien de temps que tu es avocat? Depuis 2016, ça fait 9 ans. 9 ans. À Paris? À Paris. Ok, donc tu as ton propre cabinet? Exactement, à Longside Avocat. Ok. Et tu as commencé cette activité d'avocat, pourquoi? Bah, à l'origine, c'est une prof principale au lycée qui trouvait que je défendais bien mes camarades. J'étais délégué de classe. C'était le Fayot? Un peu, ouais. D'accord. Donc voilà, le gros cliché, alors qu'en fait, en droit des affaires, on passe 90% de notre temps derrière l'ordinateur. Ok. Et pas à plaider ou à défendre. Ok, alors on va faire juste un petit parallèle. Avocat spécialisé en droit des affaires, c'est complètement différent d'un avocat fiscaliste, complètement différent d'un avocat pénaliste. Tu peux juste donner un petit peu Exactement, la définition? L'avocat en droit des affaires, sa mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la création de leur entreprise jusqu'à la liquidation, s'il y a liquidation. Ok. En les aidant dans la rédaction des contrats, les pactes d'associés, les statuts, en les accompagnant également dans leurs litiges avec les fournisseurs et les clients. Ok. On a surtout un métier de conseil, là où un avocat pénaliste, lui, va surtout avoir un métier de plaideur. Donc ce sont 2 métiers complètement différents. Tu dirais que l'un est plus technique que l'autre? Différents, je dirais. Ouais. Ok. Et pourquoi tu t'es orienté là-dessus plutôt qu'autre chose? J'ai une appétence pour les affaires et d'ailleurs maintenant j'ai plusieurs activités à côté de mon activité d'avocat. On va en parler, ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, comment on s'est rencontrés? Je suis venu à l'un de tes séminaires à l'origine comme client. Ouais. IMO Pro 2. Ouais, ça date. Ça devait être ça, ouais. 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à un événement comme ça? Me former pour investir dans l'immobilier. Ok. Donc je voulais investir, mais avant je voulais apprendre... Pendant que tu étais en train de passer J'étais déjà avocat. T'étais déjà avocat, hein. D'accord, ok. Je voulais commencer à investir. Ok. Et pourquoi? Pour me faire des revenus passifs, à l'origine à la retraite. Et puis, depuis, le virus m'a pris, c'est pas qu'à la retraite. Oui, parce que on va en parler durant ce podcast. On va échanger aussi là-dessus. Aujourd'hui, il y a une activité qui est quasiment aussi importante pour toi. C'est pas ton activité première, parce que tu es et tu resteras avocat, je pense. Évidemment. Mais tu t'es lancé en tant que marchand de biens. Exactement, je me suis lancé en tant que marchand de biens. Ouais. Alors précisons tout de suite, en qualité d'associé minoritaire, parce qu'en qualité d'avocat, j'ai pas le droit d'être commerçant. D'accord. Mais j'ai le droit d'être minoritaire. C'est important de le dire, parce que s'il y a des activités comme ça, t'as d'autres en tête, d'autres activités qui peuvent pas se cumuler? Les notaires, la fonction publique, pas mal d'activités où on a des restrictions D'accord. pour exercer une activité commerciale. Ok. Donc c'est en fait une activité que tu fais avec un associé, mais de manière minoritaire. Exactement. Ok. Mais tu as le droit de pratiquer cette activité. En qualité de minoritaire, oui. Ok, ça marche. Et l'associé, il t'a fait confiance pour s'associer avec toi? Parce que s'associer avec un avocat, c'est toujours un peu
Justement, c'est ma casquette d'avocat qui m'a permis de générer de la confiance et d'aller tout de suite chercher un associé déjà multimillionnaire, ancien trader à la City. Ok. Ça aide. Ça aide pour commencer. Ça aide pour démarrer. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te positionnes sur des affaires qui sont à plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Parce que c'est même plus des lignes de crédit en fait. C'est des fonds propres qui financent. Fonds propres et ligne de tirage à 3 millions de livres sterling. Parce que c'est un anglais donc. La ligne de tirage est sur la Coute, c'est une banque de wealth management. Ok. Donc voilà. Donc ton parcours après que tu es venu à un de mes séminaires, c'était quoi le projet ? Qu'est-ce que tu as fait ? Le projet, c'était de développer un cabinet d'affaires et d'arriver à chaque fois à aller chercher des clients toujours plus importants. Donc j'ai commencé avec toi. Tu as été mon premier client, le premier qui m'a fait confiance. En tout cas, le premier client significatif qui avait un chiffre d'affaires. Oui, parce que tu faisais quand même des clients pour faire une SASU, une SARL, etc. Exactement. Ensuite, j'ai rencontré des clients de plus en plus fortunés, jusqu'à avoir des clients milliardaires et bâtir des fonds d'investissement. Et alors tiens, ça peut être intéressant. Ça change quoi un client lambda qui vient, un entrepreneur qui vient créer sa société, un millionnaire, un multimillionnaire, un milliardaire. C'est quoi tes relations ? Est-ce qu'elles changent ? Est-ce que tu as senti une différence au niveau de l'état d'esprit vis-à-vis de toute cette catégorie de personnes ? Est-ce que tu as senti des gens qui étaient par rapport à leurs moyens différents ? Alors pas du tout. Étonnamment, le milliardaire se comporte pareil que le multimillionnaire, que le petit millionnaire entre guillemets. Mais c'est peut-être lié aussi à ma pratique professionnelle. Moi, je génère la confiance en gagnant les dossiers. Par exemple, le milliardaire, j'ai d'abord gagné des dossiers pour son fils. D'accord. Et j'ai été recommandé par son fils, qui lui-même a plusieurs foncières, plusieurs centaines de millions. Et donc, j'ai pu atteindre... Et il n'y a pas une attitude différente Pas du tout. Non, parce que les gens, il y a quand même des croyances qui s'opposent ou qui sont peut-être des croyances limitantes sur les millionnaires, les multimillionnaires ou les milliardaires. Alors non, en tout cas pour ma part, j'ai une pratique professionnelle où je tutoie rapidement les clients, je ne mets pas de distance. Tu mets le même prix pour un milliardaire qu'un créateur qui viendrait t'aider à des conseils sur une société qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année ? Alors paradoxalement, plus les clients sont fortunés, moins ils payent cher. Et pourquoi ? Je sais pas, en tout cas moi c'est une stratégie, plus on m'apporte de volume. Oui, il y a du volume derrière. Il y a du volume derrière, alors qu'un petit client... Parce que nous, ça fait quand même quelques années où on bosse sur plein de sujets. Ça fait 5 ans. Et donc... Et des sujets, il y en a eu. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai une logique de volume. Plus on m'apporte de volume, plus je suis prêt à faire des efforts sur mes honoraires. Et par contre, les clients que je vois une seule fois pour la création, par exemple, d'une holding, d'une SCI, je mets le prix. Tiens, d'ailleurs, une petite question que je pense comme ça et qui est intéressante. Rappelons que la holding n'est pas forcément nécessaire quand on se lance. Pas du tout même, elle est nécessaire quand on a plusieurs activités économiques. Moi j'ai beaucoup de débutants qui viennent me consulter pour créer une holding et je leur dis non, en fait attendez, faites d'abord du LMNP, développez-vous et ensuite si vous... Du LMNP jusqu'à là. Jusqu'à très récemment, parce que maintenant ça va être compliqué. Le vent commence à tourner, comme dirait l'autre. Donc yes. Donc yes, oui, la politique maintenant c'est plutôt des sociétés à l'IS. Si demain tu devais conseiller quelqu'un dans l'investissement immobilier qui veut créer une société, SCIR, IS, ça va dépendre de... Alors ça va dépendre de ses objectifs, de sa situation, de là où il veut aller, s'il veut utiliser le cash à titre personnel, s'il veut le réinvestir dans d'autres activités économiques. Donc je peux pas apporter de réponse là au micro, mais ce sont des consultations personnalisées avec des critères qui divergent en fonction des objectifs. La consultation avec Maître Fabien Rosé, c'est quel tarif ? Les tarifs varient en fonction de la complexité du dossier et de la complexité du profil, donc je peux pas donner un tarif comme ça au micro. D'accord. Mais c'est pas à la tête du client. C'est pas à la tête du client, c'est en fonction de la complexité du dossier et de la complexité des objectifs. D'accord. Important. J'ai une question. Tu as fait beaucoup d'affaires. On a fait, même nous ensemble, on a fait beaucoup de dossiers. Où est-ce que tu vois la différence ? Parce qu'il y a une grosse différence dans la vie, en France, au niveau juridique, entre ce qui est légal et ce qui est éthique. Oui. Tu la vois où, toi, la différence, globalement, dans les dossiers ?
Ah bah moi je la vois, ce qui est légal c'est ce qui respecte la loi. Ouais. Ce qui est éthique c'est ce qui respecte l'éthique. Ce sont deux notions complètement différentes. On peut respecter la loi sans respecter une certaine éthique. Et tu penses que si tu respectes la loi, mais que tu as besoin de jouer sur l'éthique, tu es capable de gagner un dossier ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, nous en tant qu'avocats, évidemment, notre métier c'est d'appliquer le droit de la manière la plus intelligente possible. Et en cas de contentieux, de défendre au mieux notre client. Et nous sommes des professionnels du droit. Et l'éthique, c'est une chose, et le droit, c'est autre chose. Et pour faire le parallèle, comme tu le faisais tout à l'heure avec les pénalistes, même des criminels, des tueurs, des violeurs sont défendus par des avocats. Est-ce que c'est éthique ? Je n'en sais rien. Par contre, le droit à la défense, c'est un droit. Un droit. Voilà, pour faire le parallèle. Mais globalement, ça fait partie du jeu de jouer avec la limite éthique. Après, l'éthique, c'est aussi une question de variation et de moralité. Oui, chacun a une éthique différente. C'est un sujet personnel. Donc, chaque client a sa propre éthique. Et j'ai la mienne en tant qu'avocat, d'ailleurs. Qui se limite à quoi ? Moi, il y a des dossiers que je refuse, des clients avec lesquels j'ai pas le feeling ou je le sens pas. Et je dis ce client-là va me causer des problèmes ou ne partage pas mes valeurs. Du coup, je le prends pas. Parce que si on fait un parallèle un peu avec pas mal d'affaires que j'ai eues, pas mal de dossiers qu'on a dû traiter, hormis des constitutions de société ou des créations, mais quand on a eu des prémices de litige, voire des litiges complets, on a souvent, à 99%, sauf dans des cas où il y a eu de la diffamation ou des choses comme ça, on a dû être incisif et offensif, mais on a toujours été dans la défense, finalement. Oui, on s'est toujours défendu. Nous, les dossiers pour toi, ça a toujours été des dossiers en défense. Ouais. D'ailleurs, qu'on a gagné. Ouais. Donc, et voilà. Qu'on est encore sur certains. On est encore sur certains. Justement, est-ce que c'est de tradition que les avocats, même en droit des affaires, contournent la loi ? Ou est-ce que c'est un non-dit, mais qu'il y a de la technicité, justement, pour être habile sur le détournement de la loi ? Alors, on ne contourne pas la loi, on l'utilise à notre avantage. Et parfois, en face de nous, on a des confrères peut-être moins techniques. En fait, il y a plusieurs profils d'avocats. Il y a des avocats plaideurs qui vont être très bons en plaidoirie, mais pas bons en technique. Il y a des avocats techniques. Il y a des avocats techniques qui sont également bons en plaidoirie. Ça fait la différence. Et du coup, on ne détourne pas la loi, on l'utilise juste mieux que le confrère adverse. Voilà. Quand on maîtrise mieux la jurisprudence. Il y a un petit truc là qui me fait écho là, parce que t'es pas mauvais plaideur. Non, je plaide bien. Ouais, il y a une petite anecdote qui me fait écho sur un prud'homme qu'on avait eu. Oui. Où tu as, en gros, t'as gagné le prud'homme sur, on rappelle un peu brièvement le contexte, une nana spécialiste des prud'hommes, qui était une de mes salariées, qui se plaignait d'un accident du travail, un faux accident de travail qu'elle avait fait. Donc, conclusion, on va au prud'homme, je résume très très vite l'affaire. Et elle était arrivée le jour de la plaidoirie en talons. En talons. Alors que techniquement, avec le fameux, je sais pas, c'était un limbago ou un truc. Non, c'est même pas ça. C'est plus rigolo que ça. C'est qu'à l'origine, le confrère dans ses conclusions, il met mal de dos et puis ça se transforme en mal de cou au cours de procédure. Donc j'ai sauté dessus pendant la plaidoirie. Mais le coup des talons a joué parce que t'as eu la croche aussi. Exactement, je l'ai accroché avec les talons. Ça, c'est un petit... T'as eu la croche auprès des juges. Exactement. Ok. C'était intéressant de revenir aussi sur ce petit parallèle. Pour toi, quand t'as une entreprise, un entrepreneur qui te dit, voilà, moi je suis prêt à tout pour gagner le procès, c'est toi qui fixes les limites ou tu lui dis, écoutez, il y a le cadre légal Les limites, c'est la légalité. Après, les moyens, tant que ça reste dans le cadre légal, moi, je suis prêt à entendre les stratégies de défense du client. Tant que ça reste dans la légalité. Et tu as entendu beaucoup de stratégies qui pouvaient être border ? Oui. Tu peux en citer une comme ça ou sans citer nom J'ai des clients qui m'ont dit, plusieurs, ah mais là j'ai une dette et si je liquide la société, voilà, que je m'évapore, etc. dans la nature. Alors déjà, je leur explique qu'une liquidation, ça se fait pas en un jour. Il y a une période d'1 an. Etc. Ouais, ça c'est intéressant que tu le rappelles ça, parce que pour les non-initiés,
C'est-à-dire que demain, si je ferme une société à l'amiable, oui. Donc ça veut dire que c'est moi qui décide de la fermer. J'ai pas été contraint par une liquidation. Pendant un an, on peut venir me rechercher sur des dettes ou des choses que je n'ai pas. Il y a un délai, et après il y a aussi le dirigeant avec la faute de gestion. On peut venir rechercher le dirigeant pour faute de gestion. Pendant un an, on peut, les personnes, la liquidation n'est pas terminée, donc on peut continuer à actionner la société. Et puis le dirigeant, s'il a commis des fautes de gestion, on peut l'actionner personnellement. Donc, ouais, alors on pense à tort que la holding, et avant il y avait même holding sur holding sur holding sur holding, elle te protège. Mais un juge peut décider de faire un strike partout. Mais disons que ça met des écrans, ça complique la tâche à l'avocat adverse, mais ça ne fait que compliquer la tâche. Si demain tu es en faute sur une société, une faute délibérée, réelle, que tu as fraudé la TVA, tu as fraudé l'URSSAF ou je ne sais pas trop quoi, tu as plein de sociétés sœurs et que tu as une holding plus voire une autre holding par-dessus, un juge peut décider de faire un strike sur même le pro et le perso ou pas? Alors, il faut que ça soit un juge. Lui, il traite les dossiers en fonction de comment les traitent les avocats. Alors, il y a certaines règles de droit, il peut les appliquer de plein droit. Donc là, il n'a pas besoin qu'un avocat soulève l'argument. Okay. Par contre, il y a certaines règles de droit où le juge ne peut pas juger quelque chose si l'avocat ne l'a pas soulevé. Okay. Donc voilà, c'est un petit peu technique, mais il y a certaines règles de droit que le juge peut appliquer de plein droit sans que ça soit soulevé par les plaideurs, ouais. Et d'autres règles où il ne peut pas. Si l'avocat ne soulève pas le moyen, ouais. On appelle ça un moyen, ouais. le juge ne peut pas répondre à un moyen qui n'est pas soulevé. Mais c'est possible. Dans certains cas. D'accord, ok. C'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a de la connexion où... Il y avait une phrase là qui est très connue. Parfois, c'est pas utile d'avoir un bon avocat, il faut connaître le juge. C'est ça un peu la phrase. Il y a l'avocat qui connaît la loi et il y a l'avocat qui connaît le juge. Ouais. Idéalement, il faut avoir l'avocat qui connaît les deux. Mais oui, ça, dans les petits barreaux, ouais. Il existe, il y a de la corruption, ça existe. C'est de l'être humain. La justice est tranchée aujourd'hui par des êtres humains. Normalement. Est-ce qu'aujourd'hui, tiens, tu la trouves globalement par rapport à toutes les affaires que tu as pu avoir, tu as trouvé les jugements honnêtes et partials? Pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Alors, justement, à contrario, ça fait écho avec ce que je te demandais tout à l'heure, tu as senti que tu t'étais fait vulgairement enfiler parce qu'en face, il y avait de la connivence. Ça m'est arrivé quelques fois. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un bon ratio de victoires dans mes dossiers, mais les quelques fois où j'ai perdu, certaines fois, je me suis dit, ah oui, là, il y a peut-être un problème, effectivement. De l'ordre? Je suspectais dans un barreau que l'avocat local plaidait tout le temps au tribunal de commerce et il avait sa place à l'avant. Donc ça, c'est révélateur. Hein. C'est l'avocat briscard qui a 50-60 ans, qui a sa place à l'avant du tribunal. Et là, tu te dis, ah. Et tu comprends tout de suite que les dés sont pipés, mais tu peux rien faire. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie relation entre la politique et le monde de la justice, que les deux sont fortement liés et que là pour le coup on parlait de dépiper, si demain tu as affaire à une administration ou à un politique, c'est perdu d'avance? Pas toujours, mais oui, effectivement, il y a des connexions, il y a des avancements de carrière pour certains magistrats. On se rappelle de l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy. Quand c'est des enjeux politiques et que ça touche à des hautes sphères politiques, évidemment que les magistrats, certains visent une carrière avec un avancement de carrière et que certains politiques ont un pouvoir sur cet avancement de carrière. Donc, globalement, la justice, elle est quoi? De droite, de gauche? Elle a une position politique? Elle est plutôt de gauche, la justice. Ouais, tu penses? Oui. En France? C'est pas je pense, hein, il y a le fameux mur des cons, où il y a eu d'afficher plusieurs personnalités de droite, qu'elles soient politiques ou entrepreneuriales. Il correspond à quoi, ce mur-là? C'est certains magistrats marqués très à gauche, syndicat de la magistrature, qui avaient, à une certaine époque, c'est vieux ce que je te raconte, qui avaient établi sur un mur, ils avaient mis des photos des cons.
Est-ce qu'aujourd'hui, parce que bon, on a eu affaire au prud'homme quelques fois, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas par exemple au prud'homme, en tant qu'entrepreneur, tu pars perdant? Ou Non. moins maintenant? Non, pas du tout. Nous, regarde, notre dossier, on l'a gagné. Ouais. Ouais. Ah oui. Oui, non, mais enfin, c'était abusif. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser aux auditeurs, vous allez dire, mais avocat d'affaires ou avocat en droit du travail? Bah, en fait, j'ai commencé ma carrière donc chez Fromont-Briens en droit du travail. D'accord. Et quand je me suis installé à mon compte, j'ai eu deux choix. C'était soit je gardais la matière, mais je n'avais aucun réseau dans les DRH, etc. Donc, j'avais pas d'amis DRH. Soit je suivais des clients que j'avais déjà, qui étaient plus en droit des affaires. Et j'ai changé de matière, j'ai dû me reformer. J'ai dû apprendre le droit des affaires, le droit des sociétés. Enfin, j'avais fait un master droit des affaires. Hein. Si vous regardez, je suis diplômé d'un master de droit des affaires. Mais j'ai commencé ma carrière en droit du travail. C'est pour ça que je fais aussi des prud'hommes pour toi. Mais 90% de mon activité, c'est du droit des affaires et du droit immobilier. Et plus du tout du prud'homme. Pourquoi? Parce que c'est plus rémunérateur. Hein. Appelons un chat un chat. Hein. Moi, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Et le droit des affaires est plus rémunérateur. Et surtout... Il y avait un truc que tu m'avais dit d'ailleurs sur cette opération au prud'homme. Parce que pour le coup, sur celle-ci, j'avais payé ta prestation pour qu'on gagne. On aurait pu gagner sans ta prestation. Elle aurait difficilement obtenu ce qu'elle voulait. Je pense que... Elle aurait eu des dommages et intérêts, mais finalement, c'est à toi que je les ai donnés, quelque part. Mais il y a aussi cette idée de, quand tu es entrepreneur, je pense qu'il faut aussi montrer de la force. Si tu n'es pas défendu, si tu montres pas que tu es solide, je pense qu'après, ça peut gangréner toute une équipe, les collègues, les autres, en se disant, tiens, elle a gagné... Elle a sorti des arguments fallacieux. Moi aussi, demain, je peux aller faire un prud'homme et puis réclamer 30, 40, 50 000 balles. Parce qu'on voit des choses quand même hallucinantes sur les prud'hommes. Alors, oui, ça peut gangréner l'entreprise si l'entrepreneur se défend pas et que ses salariés se disent on peut le mettre au prud'homme tous les 4 matins. Et la deuxième chose, c'est que sans avocat, je ne dis pas que c'est impossible de gagner. Hein. Il y a des délégués syndicaux notamment qui défendent certains salariés qui gagnent. Mais côté entrepreneur, si on y va tout seul... C'est quand même difficile. Avec une PJ ? C'est quand même difficile parce que le droit du travail est un droit éminemment technique avec des strates. Voilà, on a le code du travail, on a la convention collective, on a les accords d'entreprise, on a le contrat de travail, on a les usages. Enfin, il y a plein de strates. Et également, on a des conseillers prud'homaux qui sont très peu formés au droit, paradoxalement. Et on gagne souvent les dossiers au prud'homme. Sur la technique ? Non. Sur la plaidoirie, il faut leur raconter une histoire. C'est pas forcément le plus technique qui gagne. C'est ça qui est fou. Mais ça peut tuer une entreprise, il faut le savoir. Enfin, un petit parallèle. Là, moi, je parle en tant qu'entrepreneur. Un prud'homme, déjà, ce qui est fou, c'est qu'à date, il faut le budgétiser. Dans ta vie d'entrepreneur, si tu as des salariés, il faut budgétiser une part prud'homme. Il faut budgétiser une part de vol au sein de ton entreprise. Ça fait quand même déjà beaucoup de ratios à budgétiser sur un chiffre d'affaires que tu vas réaliser et des bénéfices qui vont être en perte. Et un prud'homme perdu peut te mettre à terre une trésorerie et peut te mettre à terre une société. Complètement, notamment les PME. Hein, si on se fait condamner à payer 50 000 euros par exemple. Ouais, alors que tu as un résultat net à la fin de l'année de 100 000 balles, ça peut vite être très très compliqué. Net, effectivement. Ouais. Ok, est-ce que tu as un cas... c'est quoi le cas le plus insolite ou l'affaire qui t'a le plus marqué, la plus rocambolesque, celle qui t'a provoqué des émotions, que ce soit positives ou négatives? Alors là, c'était dans mon début de carrière. Donc je représentais une multinationale donc, du CAC 40 qui, dans ses ateliers, donc il y avait de l'amiante. Okay. Et j'ai plaidé plusieurs dossiers et l'un des dossiers m'a marqué parce qu'il y a l'un des salariés qui avait le teint jaune, et vraiment le teint jaune, qui avait attrapé le cancer de la plèvre, je crois. Dû à l'amiante ? Oui. Okay. Et en fait, il est décédé, quoi. D'accord. Et, ça t'a touché ?
ça touche. Et même quand tu es de l'autre côté, tu te dis waouh. Alors moi j'ai tenu ma posture d'avocat. Ouais. J'ai défendu mon client. Ouais. Mais ça impacte quand même. Du coup, ça a fait de toi ce que ça a fait de toi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu décides aussi sur quelle position tu prends. Tu aurais du mal encore à défendre ce genre d'entreprise qui, quelque part, a tué quelqu'un? Aujourd'hui, je le ferai plus parce que j'ai le choix de ne plus le faire. À l'époque, j'étais collaborateur. Ouais. Donc, quand tu es collaborateur dans un cabinet, on t'envoie quelque part. On t'envoie et si tu n'as pas le droit de refuser les dossiers qu'on te donne. Ok. Autant dire, moi, je lâche la bombe. Le statut de collaborateur libéral en début de carrière, c'est dans les 3/4 des cas du salariat déguisé. Tu gagnes combien? Les associés. Globalement, quand tu commences? Moi, je gagnais 4 000 euros hors taxe. Parce qu'on facture, on est collaborateur, donc on fait des factures en début de carrière. Ouais. Mais en réalité... ce qui est quand même pas mal, mais il faut le rationaliser avec le fait que tu fais 80, 90, 100 heures. T'es corvéable à merci. Alors ça, c'est terminé. Moi, à mon époque, je suis pas vieux, j'ai 34 ans, mais on terminait facilement à minuit, 1h. Donc tu comptes pas tes heures. On comptait pas nos heures. La génération d'aujourd'hui, moi j'ai plusieurs amis qui ont des collaborateurs. Moi, je travaille tout seul. Ouais. À 17, 18 heures, ils s'en vont. Ils en ont plus rien à faire de rien. Mais ils se contentent de 3-4 000 balles. C'est ça. Ok. C'est plus la même mentalité. Nous, on avait une mentalité d'évoluer, de charbonner. Ouais. Et aujourd'hui, je vois que les collaborateurs ont plus une mentalité d'équilibre vie pro, vie perso. À 18 heures, ils s'en vont. Comment tu te décrirais en tant qu'avocat? Moi, je suis plus un avocat... Moi, je vais te dire comment je te décrirais. Technique, ouais. Qui ne lâche rien. Moi, juste à 1 millimètre, faut pas me le laisser. Si tu me laisses le millimètre, je vais pouvoir gagner le dossier sur le millimètre. Et pugnace. Ouais, c'est ça. Obsessionnel même. Obsessionnel un peu. On dirait pas flibustier, mais... Alors ça, c'est une private joke, on va pas la raconter, mais c'est un surnom. Non, mais c'était marrant, mais quelque part, c'était marrant parce que c'est une manière élégante de dire que t'es un pirate. Parce qu'on était sur un dossier... Ce dossier, moi, il m'a régalé. Il a duré quand même plusieurs mois. On était sur un dossier, on peut le raconter, c'est mon dossier. Oui. Bon, on va pas rentrer dans les détails, on va pas donner de nom, et ça, de toute façon, le nom de cette personne est très peu important. Mais j'avais une présidente de société que j'avais mis en place, présidente non actionnaire, très important, qui s'était retournée contre moi pour obtenir de l'argent, techniquement. Sur tout un tas de choses assez calomnieuses, fallacieuses et autres. Et on est allé dans un... Ça a été assez sombre quand même comme histoire. Ça a été assez loin. La finalité, c'est qu'on s'en est sorti comme on voulait. Le petit truc plaisant, c'est que... Ouais, non, il y a des choses qu'on peut pas raconter. Parce que il a fallu faire des choses pour gagner aussi, des fois. Là, tout ce qu'on commençait, on parlait technique, éthique. Comme moi, je pars du postulat, et maintenant que tu me connais et que tu sais comment je travaille, c'est que j'emmerde personne. Je fais chier personne. Si j'ai tort dans un dossier, j'ai tort dans un dossier et je paierai sans aucun problème. Mais si j'estime que je suis en bon droit et qu'en plus de ça, on m'attaque sur des choses qui sont pas éthiques, je rendrai le non éthique. Je le rendrai au centuple. Effectivement, tu te laisses pas faire. Et dans ce dossier, ce que j'ai adoré, c'est d'avoir... Mais ça, c'était la petite anecdote. C'est pas très... On va pas aller plus loin sur cette affaire. Donc, tu m'as parlé de tes cas insolites. Nous, des cas insolites, on en a eu plein. Mais en fait, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que on pourrait se dire, est-ce que ce mec-là, il est bizarre ou anormal, ou pourquoi il a autant d'injonctions, de procès ou de trucs? Est-ce que c'est un escroc ou je sais pas trop quoi? Mais la finalité, c'est les activités que je fais. Tôt ou tard, elles mènent à des procédures.
Alors, c'est une histoire de taille de business. C'est ça. Quand on grossit un business, évidemment, le risque de procédure augmente et d'ailleurs, ça devient une quasi-certitude. Quand on grossit un groupe de sociétés, qu'on a des salariés, qu'on a des fournisseurs, plusieurs clients et qu'en plus on est connu sur les réseaux, mathématiquement, ça augmente le risque de procédure. Mais moi, je l'ai déjà dit là, récemment, tout à l'heure, parce que j'ai tourné un podcast également, et je l'ai déjà dit, j'avais quelqu'un avec qui j'ai changé beaucoup, parce qu'il a été lui-même aussi dans la partie, il était marchand de biens, il m'avait dit, avant que je me lance, j'ai dit, moi je vais faire, et puis j'ai ça, j'ai tellement de business. Il m'avait dit, marchand de biens égale procès. J'avais dit, mais non, c'est impossible. Parce que j'estime être de faire les choses droitement, correctement, c'est impossible. Non, si t'es honnête, si t'es carré, il n'y a pas de raison que t'ailles au procès. Ni au litige, déjà. Des précontentieux, c'est des litiges, des injonctions, c'est des litiges. Et finalement, 8 ans plus tard, il avait absolument raison. Parce que face à toi, t'as surtout, il m'avait dit ça, t'as des particuliers. Et puis, comme tu l'as dit, présence sur les réseaux sociaux, ça donne encore plus envie, quoi, d'aller chatouiller la bête. Exactement. Et puis parce que t'es une proie facile. L'activité de marchand de biens, c'est 10 ans, hein, c'est une décennale. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est important. Mais c'est important de le rappeler aussi parce que aujourd'hui, c'est la mode, le marchand de biens, parce que effectivement, les lois sur le LMNP sont en train de changer, c'est plus difficile, t'as beau faire des logements atypiques, tu vas te faire tabasser en impôts, donc oui, aujourd'hui le formateur immobilier qui veut gagner un peu d'argent, il va te dire fais du marchand de biens. Marchand de biens, rappelons une chose, 15% de marge c'est la moyenne nationale. Promoteur, marchand de biens. J'ai fait beaucoup mieux, mais à des cas exceptionnels, quand on vous vend 200, 300, 500, 1000% de marge, peut-être, mais pas pour tout le monde, pas sur n'importe quel marché, pas peut-être à répétition, etc. Faut voir déjà les stats qui sont réellement factuels, pas de l'infopreneur qui te dit j'ai fait tant. Les stats françaises, c'est ça, c'est entre 15 et 17% de marge. Exactement. Ce qui est gênant, c'est que certaines personnes font croire que des marges à 100%, 200% sont reproductibles. Non. Non, c'est-à-dire que même en tant que marchand de biens, j'ai même fait, moi, des moins-values. Et ça, faut l'entendre, en fait. On fait vraiment un petit parallèle sur cette activité. Donc, premièrement, la marge, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Deuxièmement, tu as toujours ce risque de faire de la moins-value. Moi, je me souviens avoir vu un post, et c'est la première fois de ma vie où tellement ça m'avait fait rigoler, de quelqu'un qui disait sur un podcast, moi, je fais de l'immobilier, j'ai jamais perdu d'argent. Moi, je fais de l'immobilier à outrance. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait des moins-values. Est-ce que je suis peut-être, peut-être, hein, je suis peut-être plus bête que lui, moins bon, ou je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai perdu. Et je pense qu'il y a beaucoup de marchands. Et d'ailleurs, on l'a vu, 2023-2024, beaucoup de promoteurs de marchands de biens se sont cassés la gueule. Beaucoup d'agences, je sais plus combien, plus de 50% d'agences immobilières ont fermé. Parce que le marché a été très, très, très compliqué ces derniers temps. Donc des moins-values existent aussi. Effectivement, sur l'activité de marchand de biens. Et la troisième des choses que je veux rajouter, et que tu me confirmeras, c'est quand on fait à volume comme j'ai pu faire, et comme je fais, tu auras tôt ou tard, en plus de ça, sur une année de 10 ans sur chaque opération, tôt ou tard, à un moment donné, si tu as 2000, 3000, 5000 clients, ton 10-15% de clients qui retourneront contre toi, même si tu as fait les choses très clairement, correctement. Ah oui, c'est évident. Moi, je me rappelle d'un client qui... Alors, c'était pas contre moi, mais j'arrivais pas à comprendre son mécanisme psychologique. Et parce que, je sais pas, je comprenais pas. Il avait fait construire sa maison neuve. Et puis, dans sa maison neuve, il entendait les murs un peu craqueler. Tu vois ? Parce que, je sais pas, peut-être placo mal mis, etc. Mais à chaque fois, il appelait le promoteur, et le promoteur enlevait, refaisait. À chaque fois, ça lui allait pas. Et donc, il me disait, de toute façon, je vais le foutre au tribunal, tatati, tatata. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que il appelait, le gars venait, réparait, tentait d'améliorer. Des fois, il y a des choses qui
qui sont ce qu'elles sont. Oui, on peut Tu pas vois, ils pouvaient rien faire de plus, si tu veux. Mais il y avait une logique de trouver le coupable. Et je pense que ça, c'est surtout sur les non-entrepreneurs, les particuliers. Et quand ils ont un professionnel face à eux, ils se disent, il y a peut-être moyen d'aller gratter un billet. Il y a aussi ça. Oui, et il y a aussi, tiens, ça me fait penser à une anecdote. Moi, j'ai un client, Raconte-nous. il se reconnaîtra, un artisan donc, qui posait du carrelage donc pour un client. Et la cliente lui dit mais monsieur, regardez ce carreau-là, il sonne creux. Alors déjà, quand elle tapotait de la main, ça sonnait pas creux du tout. Fallait qu'elle tapote à 3 doigts et ça sonnait creux à un endroit, effectivement, parce qu'il y avait pas, elle n'avait pas mis la colle à carrelage partout, voilà. Et il lui a dit, mais madame, mais si je vous refais, il va y avoir une différence avec les autres carreaux de carrelage. Ça va, il ne faut surtout pas toucher. Là, c'est très bien comme c'est. Elle a persisté, il a refait. Ben après, la cliente, Elle l'a poursuivi. voilà, elle lui a dit oui, mais maintenant c'est différent. Et pour toi, c'est dû à quoi cet état d'esprit? C'est ça, c'est le fait qu'il faut trouver un coupable La psychologie humaine, c'est complexe. Je laisserai ça aux professionnels de la psychologie. Moi, je suis un professionnel du droit. Ouais, mais tu l'utilises quand tu plaides. Parfois, je l'utilise, mais te répondre, savoir pourquoi cette dame s'est comportée comme ça, j'en ai aucune idée. Strictement aucune. La culture du secret, elle est indispensable dans ton métier. Ah bah, c'est même une obligation légale. Moi, si je viole mon secret professionnel, je peux perdre le droit d'exercer ma profession. Ouais. Moi, les dossiers sont confidentiels. D'ailleurs, tu as vu. Là, je t'ai parlé d'un dossier pour une société du CAC 40 que j'ai traité en tout début de carrière, donc il y a 8 ans. J'ai pas donné le nom de l'entreprise. Mais à des endroits, tu t'es jamais retrouvé un petit peu comme dans le confessionnal, tu vois, où on t'annonce des choses tellement folles, tellement obscures, tellement dingues que tu te dis, ce gars-là, c'est dur soit de le défendre, soit de... Alors oui, en tant qu'avocat, les clients ont nous un lien de confiance avec eux, donc forcément ils se confient. Et parfois on apprend des choses personnelles qui peuvent être graves. Et ça ne doit pas affecter notre pratique. Alors, on va faire un test de comment tu devrais réagir. T'as un entrepreneur, c'est pas moi, hein. Disclaimer, j'ai une idée en tête. Il a tué sa femme, d'accord, pour obtenir les 20% restants qu'elle avait dans la boîte. Et il te raconte, parce que vous êtes sur une affaire comme ça, et il te le dit. Alors là, c'est compliqué. En fait, là, tu parles d'un homicide non résolu où il l'a tué et voilà, il y a une enquête en cours. Ouais. Voilà, moi déjà, j'arrête tout de suite de travailler avec lui, immédiatement. D'accord. Et j'en réfère à mon bâtonnier, tout de suite. Parce qu'on a des règles, on ne doit pas violer notre secret professionnel, mais quand on entend par exemple qu'un enfant est en danger, ou que potentiellement d'autres membres de sa famille pourraient être en danger, parce que ce monsieur a peut-être des enfants, nous on peut pas violer le secret, sinon voilà, le secret professionnel est sacré dans notre profession, mais par contre quand on entend des choses comme ça, il faut qu'on en réfère à notre ordre et à notre bâtonnier, et c'est notre bâtonnier qui sera juge de paix, quoi, qui dira ce que tu dois faire. Exactement, okay. On a une procédure stricte à suivre en tant qu'avocat quand on est confronté à ce genre de situation. Ça m'est jamais arrivé. Non, mais là, je suis allé chercher un truc quand même un peu compliqué. T'aimes négocier? J'adore. C'est quoi les meilleures les choses ou sur lesquelles tu as le plus de facilité, ou les petits tips que tu pourrais donner ou dire que tu utilises généralement dans ta qualité d'avocat? Et est-ce qu'elles te servent également sur ton activité entrepreneuriale? Alors, ça va paraître bizarre, mais paradoxalement, une bonne négo, c'est une négo où on est beaucoup plus dans l'écoute que l'adversaire. On le fait parler. Une bonne négo, pour moi, c'est une négo où je parle 10% du temps et où le confrère, il parle 90% du temps. Si j'arrive à ce ratio, j'ai gagné. D'accord. Voilà. Et ça, tu penses que ça s'applique dans les affaires de manière générale? Oui, complètement. Il faut faire parler les gens. Les gens aiment parler d'eux. Ouais. Et quand on les fait parler d'eux, ils se dévoilent. On noue un lien en s'intéressant à eux. On enlève le moins possible sur nous.
Et cette stratégie-là de négociation... on trouve la faille, puisqu'il finit par l'annoncer. Exactement, elle fonctionne. Et quand les gens se livrent, on a après des choses sur lesquelles négocier. On connaît les raisons pour lesquelles ils veulent négocier. Et les tenants, les aboutissants, parfois ils se confient sur les enjeux. Du coup, quand on connaît les enjeux, les raisons, et qu'on a la technique de négociation en face, et qu'on est formé pour ça, on n'a plus qu'à... T'es formé dans la négociation en tant qu'avocat ? Alors, à l'école des avocats, on a un module très rapide, donc je dirais que c'est pas suffisant. Ouais. Par contre, moi, la négo, c'est l'immobilier. Hein. Clairement, quand tu dois négocier des biens immobiliers... Est-ce que ça joue énormément, le fait d'arriver sur un deal immobilier et de dire... je pense que ça rassure déjà un vendeur quand il vend un avocat parce qu'il se dit que l'avocat, il a des ronds. Techniquement, dans la croyance naturelle, tu me parlais de 4 000 €, on fait partie des salaires quand même pour un débutant, qui sont quand même intéressants. Alors attention, 4 000, c'était du CA. Hein. Là-dessus, après, il y a des charges. Mais d'accord, mais la notion avocat fait dire bon salaire. Oui. Donc, quand tu signes un compromis avec un vendeur, globalement, il a 100% de chance de se dire ça va aller au bout. 99% de chance de se dire ça va aller au bout. On part avec une bonne image. Dans les transactions, par contre, certains de mes confrères qui cherchent des logements en location, là c'est plus dur. Ah oui. Parce que les propriétaires disent oh là, je prends pas d'avocat en locataire, moi, c'est hors de question. Et moi Parce que tu as la capacité et tu connais les petits rouages techniques de faire chanter la location. Exactement. Oui. Ça c'est quand même incroyable cette histoire. C'est que si tu as un peu la technicité, n'importe qui à qui tu pourrais donner les astuces pourrait ne plus payer de loyer. C'est pas que quelqu'un ne peut plus, peut ne pas payer son loyer, pardon. C'est qu'une procédure d'expulsion, ça dure entre 18 mois et 2 ans, en règle générale. Donc de toute façon, la personne qui arrête de payer, elle sait que pendant 2 ans, il n'y aura pas la force publique qui va venir. Donc effectivement, une fois que tu connais juste le délai de la procédure qui est de 18 mois à 2 ans, et encore ça peut durer plus longtemps, moi je dis 18 mois à 2 ans, mais... Après tu peux faire courir avec les tribunaux. Exactement. Ok. Donc on a parlé un petit peu de négociation que tu utilises aussi dans ta activité de marchand de biens. Donc tu vas rester dans le marchand de biens, tu vas pas te lancer dans la promotion, pas de neuf. Si, je pense que c'est la suite logique, mais en ce moment c'est pas le bon timing parce que les promoteurs ont du mal. Donc là je vais consolider l'activité de marchand, consolider l'activité d'avocat et prendre de l'expérience sur le marchand de biens. On est sur des opérations de plus en plus grosses. Ouais. Et ensuite, je basculerai sur de la promotion, mais pas tout de suite. Et tout cet argent gagné, à un moment donné, il va où ? Alors, c'est quoi l'idée ? C'est quoi la stratégie ? Alors, la stratégie, pour le moment, pour le marchand de biens, moi, j'ai un pacte d'associés et on a décidé de verrouiller l'argent. Il paraît que ça sert à rien, un pacte d'associés. Alors, c'est sûr qu'un pacte d'associés... On va en parler de ça, Non, mais c'est important, c'est ce qui... Un des dossiers sur lequel on est. On y reviendra après, mais on va en parler du pacte d'associés. On en parlera, effectivement. Vas-y, finis sur ce que tu voulais dire. On a bloqué l'argent 3 ans dans le groupe. Okay. Et on le réinvestit soit dans d'autres opérations marchandes, soit dans des filiales. Là, il va falloir qu'on crée une foncière pour réinvestir les gains qui commencent à être importants. D'accord. Mais un jour ou l'autre, ils seront placés. Et ben justement, sur du bâti, sur la crypto, sur... Exactement, j'allais y venir. Okay. Là, la stratégie, c'est 50% des marges, on les réinvestit dans du marchand. Ouais. Et les autres 50%, on les split entre du financier, donc de la bourse, de la crypto, et de l'immobilier en apport pour lever de la dette et avoir dans la foncière des actifs immobiliers qui génèrent des loyers. Donc, moi, j'ai imposé cette vision-là, qui n'était pas celle de mon associé anglais, parce que lui, il est arrivé, il a fait fortune, et multimillionnaire. Lui, il voulait faire all-in sur tout. J'ai dit attention, moi, je veux me constituer un patrimoine. Tranquille. Et je veux pas re-risquer tous les capitaux à chaque fois. Toi, je sais que tu as fait all-in, Hassan. Tu vas peut-être nous en parler à chaque fois. Toi, j'ai fait que ça. C'est des prises de risque totales qui jouent beaucoup sur l'émotionnel et la fatigue psychologique. Et est-ce qu'on dort bien la nuit quand on est all-in ? Non, parce que moi je suis père de famille. Donc malgré tout, tu te dis, tu te referas parce que tu es résilient, mais tu as des gosses à nourrir. Donc à partir du moment où tu as des gosses à nourrir,
tu as une chape de plomb qui est plus importante. Et j'en ai parlé là au dernier podcast que j'ai fait avec Timothée, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, juste tout à l'heure. Je disais un truc tout bête, mais moi je pense que j'aurais pu être 2 à 3 fois plus riche si j'avais eu des enfants après avoir monté mes business. Parce que tu le veuilles ou non, c'est mathématique. Mes enfants, j'ai dû m'en occuper la nuit quand il y avait des coliques. Donc, tu vois, tu as des heures où tu ne le consacres pas à ton effort business. Alors, ça m'a donné, certes, une source de motivation, mais ça m'a aussi pompé de l'énergie et du temps. Oui. Mais sans aucun regret. Aujourd'hui, en France, tu as quand même quelqu'un qui peut décider d'aller en justice. Évidemment, et c'est le cas dans tout contrat. Hein. Un contrat de travail, c'est une prestation de travail contre un salaire. Et combien il y a de salariés qui, quand le patron a le dos tourné, sont sur le téléphone et font rien? Pourtant, il y a un contrat de signé. Donc, il doit donner son temps de travail, qui est mesuré en heures, pour les salariés qui sont employés et TAM. Et le salarié doit délivrer un certain nombre d'heures de travail. Mais dans la réalité, combien de salariés, au lieu de travailler 35 heures, travaillent que 30 ou 25 parce que les 10 heures restantes, ils sont sur le téléphone? Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est du vol. Mais oui. C'est du vol. Pareil. Mais demain, et Dieu sait si j'en ai eu des salariés, mais demain je veux virer un salarié parce que je l'ai chopé 2-3 fois sur son téléphone, je suis certain qu'il aura gain de cause. C'est compliqué, effectivement. Il aura gain de cause. Lui, il peut me voler des heures, mais moi je peux pas le foutre dehors pour cette raison-là. Mais ça reste un manque à gagner pour la société. C'est compliqué. Alors, techniquement, il commet une faute et on peut mettre en place des choses, le sanctionner, mais il aura fallu peut-être faire des avertissements d'abord, ensuite peut-être une mise à pied disciplinaire, et puis monter crescendo l'échelle disciplinaire, peut-être jusqu'au licenciement. Mais si on veut y aller direct... Tu te rends compte que dans un business, tout est pourri. Moi, je l'ai souvent appelé un capitaliste d'extrême gauche, donc je vais me mettre du côté du salarié, mais en même temps donné, il y a une boîte à faire tourner, etc. Et puis il y a des gens très mal intentionnés. On parle de la nana là, des prud'hommes là, avec son faux accident du travail. L'histoire est folle quand même. Oui. Si on la résume, l'histoire est quand même folle. La nana, c'était la veille de sa fin de période d'essai où elle se met en accident de travail. Oui. Elle a lancé sa procédure prud'homme, si je dis pas de bêtises, tout de suite. Oui, immédiatement après, oui. Elle a réclamé 50 000 balles ou un truc comme ça. Elle a tout mis au départ, hein. Harcèlement, accident de travail, je sais plus trop ce qu'il y avait. Oui, exactement. Accident. Pendant tout ce temps-là, elle allait chez des médecins complaisants. Un médecin complaisant chaque mois, c'est ça? Oui. Pour dire mal de dos. Après, est-ce qu'il est complaisant? Est-ce que c'est difficile pour le médecin parce que mal de dos, ça veut tout et rien dire. Donc, lui, il mettait le tampon. Donc, ça veut dire que c'était la Sécu qui prenait son salaire. Exactement. Pendant ce temps-là, moi, elle cotise chez moi dans ma société en congé payé. Oui. Donc ça veut dire que techniquement, je la paye sans qu'elle soit là. Des congés payés, en tout cas. Ouais. Elle acquiert des droits à congés payés. Donc c'est-à-dire que, en gros, la Sécu la paye 80%. Mais moi, quand l'histoire se finira tôt ou tard avec elle, et là, ça s'est fini, les 20% manquants qu'elle n'a pas touchés pendant 2 ans, je lui ai donné là récemment. Parce que il faut expliquer aux auditeurs, parce que ce qui est marrant dans ce dossier, c'est qu'on aurait pu faire exprès de perdre entre guillemets, parce que la victoire voulait dire parce qu'elle demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail. D'accord. Ce qui faisait que si on se laissait perdre, son contrat était rompu. On devait lui payer des sommes d'argent, mais elle n'était plus dans la société. Okay. Mais là, on a gagné. Et du coup, elle n'a pas eu gain de cause et son contrat n'a pas été résilié. Elle est restée salariée dans la société. Ouais. Donc il a fallu, après qu'elle aille à la médecine du travail, se rendre inapte pour ne plus réintégrer la société, mais continuer pendant encore plusieurs mois à toucher des sommes de la sécurité sociale. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que moi, je l'avais entendu dire ça à ses collègues. Je l'ai déjà fait ailleurs. Parce qu'elle ne me connaissait pas. Moi, j'avais mis des gens en place dans l'entreprise. Elle ne savait pas que j'étais le patron de l'entreprise. Donc, elle me pensait être un client. Et puis, moi, j'ai surpris cette conversation. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont experts de ça.
de procédures comme ça, qui connaissent mieux le droit du travail que t'as des salariés, c'est des experts de comment je vais mettre mon repos, mon RTT, mon machin, comment je vais pouvoir, pour un chef d'entreprise, surtout des TPE, PME, ça peut te foutre dans le trou, mais d'une puissance affolante. Alors, on va calmer un peu les auditeurs. Tous les salariés ne sont pas comme ça. Et il y en a évidemment qui sont dévoués, etc., etc. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai connu pendant 20 ans beaucoup de salariés qui... c'est pas leur boîte. Ils s'en foutent. Ils viennent taper des heures, pour la plupart des jobs alimentaires, pas d'amour pour le développement, le dépassement au niveau des compétences, etc., etc. Et c'est très compliqué en termes d'effort quand tu es un entrepreneur, quand tu lances un business. C'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, la tendance est à l'inverse. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent plus de salariés, qui prennent des sous-traitants, ce qui n'est pas forcément mieux. Prestataires. Ça reste de l'humain en face de soi. Ça reste de l'humain. Moi, j'ai eu des sous-traitants qui me disaient faire des ferriers, quoi, ou des ponts. Oui, bon, ça, c'est un peu scandaleux, mais je pense que c'est aussi lié à la zone géographique dans laquelle on travaille. Il y a des zones géographiques où c'est plus compliqué. Oui, il y a une dynamique. À Paris, dans un arrondissement dynamique, où la compétitivité est plus grande. Exactement. C'est pas pareil que moi dans ma région où il y a une ville qui est à plus de 25% de chômage avec beaucoup de prestations sociales et effectivement le bassin de l'emploi il est plus dur. Je peux comprendre, mais en tout cas c'est important d'avoir cette donnée quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et qu'en plus de ça tu vas recruter des salariés, de te dire tu auras un sujet prud'homme un jour ou l'autre. Tu auras un sujet licenciement un jour ou l'autre, d'être contraint et forcé de mettre quelqu'un dehors, parce qu'à un moment donné, quand tu as une pomme pourrie, elle peut vite nuire à l'entreprise très rapidement. Donc il faut aussi pas perdre de temps et puis la licencier. Et la licencier, lancer une procédure de licenciement face à quelqu'un d'habile, face à toi qui veut pas lâcher son boulot, qui en fait pas une... mais qui veut pas lâcher son boulot parce que c'est un job alimentaire et ça lui assure juste par de la présence un salaire, c'est très compliqué. Alors là, moi, je vais donner de la valeur gratuite pour nos auditeurs. Il faut surtout être très réactif dans ces cas-là quand on a une suspicion d'un salarié comme ça qui va se mettre en arrêt pour une durée vraiment longue. Il faut vraiment agir dans les 2 mois parce que les salariés pensent que l'arrêt maladie, ça les protège. C'est pas vrai, l'arrêt maladie simple n'empêche pas un licenciement pour faute. Donc si on peut reprocher une faute juste avant le départ en arrêt maladie simple, je ne parle pas d'arrêt maladie suite à un accident du travail, etc. Ça c'est différent, c'est un régime différent. Mais un arrêt maladie simple, si l'employeur agit vite dans le délai de prescription pour la faute, pour reprocher une faute à son salarié, il peut mener une procédure pour sortir le salarié pour une faute antérieure à l'arrêt. Mais encore faut-il avoir une faute antérieure à l'arrêt. Mais généralement, on l'a. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà défendu ou été dans des dossiers où on est sur le droit des affaires, ok, ta spécialité, et l'entrepreneur risquait le pénal? Plein de fois. J'ai eu des cas d'amiante. Une société dans le bâtiment, on ne citera pas le nom. Où il y avait une suspicion quant à la présence d'amiante sur le chantier que la société a traité. Et je me suis retrouvé devant la DRIT avec la cliente à défendre cette cliente qui était accusée d'avoir fait travailler ses salariés au contact de l'amiante sans protection. Et là, ça n'est pas allé jusque devant le juge, mais il y a eu une enquête, j'ai dû me déplacer. Il y a eu une audition devant la DRIT et ça aurait pu aller plus loin.
Alors bon, là, il y avait quelque part quelque chose de délibéré de l'entrepreneur, mais là où je veux t'amener, c'est est-ce qu'un entrepreneur honnête d'une PME, TPE, peut encourir du pénal par le fait de ses activités commerciales? Oui, parfaitement. Parfaitement. Alors déjà, il y a plusieurs entrepreneurs qui, sans s'en rendre compte, font de l'abus de bien social. Ouais. Ils tapent dans la caisse, ils pensent c'est ma boîte, Ok. mais je me sers. Bah non, elle a une personnalité morale distincte. Tu peux pas prendre dans les caisses pour t'avantager. Rappelons qu'une convention de trésorerie, c'est pas taper dans la caisse. Non. Une convention de trésorerie permet justement de faire circuler la trésorerie entre entreprises en passant généralement par la holding avec l'application d'un taux et des conditions de circulation. Parce que j'ai cette petite anecdote, moi, d'un litige avec une personne qui était dans ma société qui pensait que je tapais dans la caisse alors que je faisais des descentes et des remontées de dividendes. T'en souviens? Oui. Et donc, ils se sont fait renvoyer dans leur corde. Mais, en vérité, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que, mine de rien, ce que tu es en train de nous faire comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, au-delà d'avoir des problèmes judiciaires au tribunal de commerce, peut même t'amener au tribunal pénal. Ça peut. C'est rare, mais ça peut. Sans pour autant avoir une intention de nuire. Oui, parfaitement. Ça donne pas envie d'entreprendre. Oui, et parfois même les litiges pénaux, certains litiges pénaux se passent devant le tribunal de commerce. Le pénal, il y a des dispositions pénales dans le code de commerce. Ouais. C'est pas que dans le code pénal, attention. Donc on ne finit pas forcément en correctionnel ou on finit. Parfois c'est le tribunal de commerce qui tranche dans certains litiges. C'est quoi pour toi je sais pas si on l'a dit, mais si quelqu'un... je pense qu'il y a des gens qui, à mon avis, après cette vidéo, vont vouloir te contacter. Mais c'est quoi pour toi le critère déterminant que doit avoir un avocat si quelqu'un a besoin justement d'un avocat? Il y en a plusieurs. La rigueur, la réactivité et la loyauté. C'est important, la loyauté aussi. Parlons-en de la loyauté. Quand tu as des clients qui sont... D'ailleurs, aujourd'hui, tu as des clients avec qui je suis en froid, mais que je t'ai amené, qui t'ont pris en tant qu'avocat. Oui. Où se place ta loyauté? Bah là, on a le règlement de la profession qui est très bien fait. On a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Un avocat ne peut pas se mettre en conflit d'intérêts, donc si deux de ses clients sont en litige, il peut en défendre aucun des deux. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, l'avocat se déporte et c'est deux autres conseils qui prennent le relais qui, eux, sont complètement neutres et n'ont pas de lien. Et au niveau de... Je sais pas, ton ressenti, tes émotions, là, on sort du cadre de l'avocat, mais toi, en tant que personne? Mes émotions personnelles, elles m'appartiennent. Elles sont personnelles et je les garderai donc personnelles. C'est une bonne réponse. T'as eu des clients dangereux? Des clients dangereux? Ouais. Pas à ma connaissance. Ok. T'es sûr? Ça dépend. Précise la définition du mot dangereux. Capable d'attaquer ou de se défendre jusque sans vraiment limite, quoi. J'ai peut-être un ou deux clients en tête, mais je les définirais pas comme dangereux. Je les définirais comme des clients qui ne se laissent pas faire. Voilà. Tu penses que je suis un client qui se laisse pas faire? Tu ne te laisses pas faire. Okay. Effectivement, tu ne te laisses pas faire. Est-ce que tu peux nous révéler le plus gros cachet en tant qu'avocat que tu aies pu prendre? Le plus gros cachet? Sans dire l'affaire, sans dire le truc. Et on a bien compris que c'est aussi lié au temps passé, à la complexité du dossier. Alors, on n'appelle pas ça un cachet, c'est des honoraires et c'est dans une session, évidemment. Non. 30 000 € en une seule fois. Ok. Ça, c'est intéressant parce que
si je dis pas de conneries, et tu me reprends si je dis une connerie, aux États-Unis, l'avocat, il est aussi rémunéré au résultat. Oui, il peut être rémunéré au résultat. Alors, je pense que tu veux m'emmener sur le pacte de Quota-Litis. En France, un avocat n'a pas le droit d'être rémunéré exclusivement au résultat, c'est interdit. Ouais. Il doit prendre un mini fixe. Justement, c'est là où ça peut peut-être avoir que les gens aient un mauvais a priori de l'avocat, parce que plus les procédures sont longues, plus celui qui s'enrichit, c'est toi. Et c'est évident, oui. Okay. Donc, est-ce que parce qu'il y en a beaucoup d'avocats qui laissent traîner et qui font traîner pour continuer à gratter le gras, sachant que c'est peut-être perdu d'avance ou quoi que ce soit. Alors ça déjà, il faut distinguer 2 types d'avocats. Ouais. Moi, je fais partie du premier type, c'est-à-dire que je fonctionne énormément au forfait. Donc, avec moi, les clients n'ont pas de surprise. C'est une somme X. Je ne facture pas à l'heure, je facture à l'acte ou à la procédure. Si je dis par exemple... Est-ce que je peux en témoigner ? Le procès sera 3 500 € hors taxe. Peu importe l'heure, peu importe le temps passé, peu importe si ça dure des années et des années ou si ça dure seulement 1 an. Dans ce cas-là, le client a de la visibilité. Il y a d'autres avocats qui facturent à l'heure. Et c'est peut-être ces avocats-là qui auront tendance à... Ouais. Donc pour toi, c'est important aussi dans la détermination du choix de l'avocat, de choisir quelqu'un qui fait, voilà, ça va te coûter tant et puis basta. Oui, c'est plus sain. Parce que du coup, on a l'entière maîtrise sur le budget. Ok. Aujourd'hui, tu es célibataire ? Je viens de rompre, oui. Ok. Est-ce que ça a eu un impact dans ta vie perso, familiale, le fait que tu travailles comme tu travailles ? Parce que, comme je le rappelle, t'as beaucoup de clients, t'es beaucoup sollicité aujourd'hui. Nous deux, on a beaucoup d'affaires. Et tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus de ça, tu as décidé de te mettre dans l'entrepreneuriat aussi avec cette activité immobilière. Est-ce que ça a un impact aujourd'hui ? Forcément, j'ai beaucoup de confrères divorcés, séparés. C'est un métier où il y a de la casse. Ok. Au niveau couple, je parle. Ouais. C'est indéniable. C'est pas le meilleur des métiers si on veut voir un couple qui dure. C'est dû à quoi pour toi ? C'est dû au fait qu'on a des... C'est dû aux sollicitations aussi ? Parce que vous êtes sollicité, le titre fait peut-être rêver aussi certaines femmes qui peuvent être attirées parce que tu représentes une catégorie socio-professionnelle, ou tu as déjà senti ça ou pas ? Je l'ai ressenti, mais pour ma part, moi, je suis complètement fidèle. Moi, c'est plus la charge de travail et le rythme de vie qui fait que les moments, parfois, moi, à 22h30 le soir, je suis au téléphone avec un client, peut-être même à minuit. Oh, on a été plus tard au téléphone. On a été plus tard au téléphone. Donc, oui, c'est un métier où, oui, si on préserve pas son couple, il a vite... Et au niveau de ta famille ? Alors, au niveau de ma famille... Comment ils ont vu est-ce qu'ils sont fiers de ton évolution, fiers de ta réussite professionnelle ? Moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille. Okay. Donc, je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où on était différents. On a eu des litiges. Okay. J'ai choisi de couper les ponts. Des litiges qui t'ont pas amené à une situation tribunal, non. C'est juste, moi, j'ai grandi... En accord. J'ai grandi dans une famille avec des idées plutôt à gauche. Ok. Moi, j'ai toujours eu des idées plutôt à droite. Okay. Déjà, ça, c'est une première fracture. T'as pas trouvé un juste milieu ? T'as pas voté Modem ? Et ensuite, non. Et ensuite, la vie a fait que moi, je suis venu m'installer en région parisienne. Ouais. Ma famille est restée dans ma région d'origine. Okay. Donc, il y a eu un éloignement géographique, ouais. Un éloignement idéologique. Okay. Et petit à petit, la vie a fait que. Ok. Une question un peu too much, mais est-ce que tu as déjà accepté des pots de vin ? Non. Parce qu'ils n'étaient pas assez importants ? Non. Non. Moi, on ne m'achète pas. J'ai d'ailleurs, j'insistais sur la loyauté envers mes clients. Moi, je reste loyal. Certains confrères sont là quand les clients sont en développement et disparaissent quand les clients rencontrent des difficultés. Moi, je mets un point d'honneur à être là, même quand il y a de la tempête et que ça tangue fort. C'est important. Voilà. D'ailleurs, comment tu ferais ? Alors, tu me dis que tu peux pas prendre parti, mais comment tu ferais si tu avais 2 clients que tu représentes et qui s'opposent jusqu'à une guerre totale et trash, sale, etc. Comment tu le vivrais ?
Alors moi, ça... Tu me dis, mes émotions m'appartiennent, mais comment tu le vivrais? Tu le vis pas bien parce que tu es entre les deux. Tu veux surtout pas prendre parti. Et donc, là, tu as ton règlement intérieur, entre guillemets, qui vient à ta rescousse, le fameux conflit d'intérêts. Et heureusement qu'il est là parce que ça t'évite de te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Et peu importe tes idées personnelles, parce qu'on a tous des idées personnelles, ça te permet de ne pas justement favoriser un plus que l'autre, même si toi personnellement tu as des meilleures affinités avec l'un plus que l'autre. Tu ne dois pas. Ce sont tes clients, tu es rémunéré par les deux. Peut-être que l'un des deux te donne un volume d'affaires plus important, mais tu ne dois pas. Après, tu as ta conviction personnelle aussi voilà. de te dire il y en a un qui abuse plus que l'autre. Exactement. Mais ça reste dans le cadre de ton ressenti. Ça reste dans le cadre de ton ressenti. Et quand tu as des dossiers pour les deux, tu dois les traiter aussi bien l'un que l'autre. Tu as déjà éprouvé de la culpabilité on en parlait un peu avec le dossier de l'amiante de ton client. De la culpabilité d'avoir gagné contre quelqu'un où tu savais que il méritait pas de gagner. Oui. Ou en tout cas, la personne d'en face méritait pas de perdre. J'ai des dossiers où j'ai gagné sur des vices de procédure. Ouais. Où sur le fond, c'était complètement la partie adverse qui aurait dû gagner. Et moi, je gagne sur un vice de procédure. Ouais. Je dois jamais gagner. Alors, tu t'es senti coupable? Alors, d'abord, tu es fier quand tu gagnes sur un vice de procédure. Tu ressens de la fierté en tant qu'avocat. Tu dis la technique juridique à parler. Mais après... quand tu prends du recul, tu dirais quand même la justice, sur un petit point de procédure, tu peux faire basculer un dossier. Là, on parlait de l'éthique au début du podcast. Important. C'est là où on voit la différence entre l'éthique, la morale et le droit. Parfois, juridiquement, tu gagnes parce que tu es meilleur procéduralement parlant que l'autre avocat. Mais en termes de morale, peut-être que moralement, ça aurait pas dû être toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu refuses des clients. Oui. Tu les refuses sur ces critères-là aussi? Oui. Un gars qui te dit moi j'ai de l'argent à blanchir, quelle société faut que je monte, etc. Exactement, moi je ne peux pas. Je refuse plein de clients qui me semblent, et même avec un simple feeling. Même le client vient me voir et c'est pour un dossier complètement classique, basique. Je ne sens pas la relation, je ne sens pas le client au téléphone ou en rendez-vous au cabinet, je le prends pas. Tu peux te permettre. Oui, je peux me le permettre. Chose qu'un avocat débutant ne peut moins se permettre, ou tu as été contraint parfois au début de prendre. Exactement. Ça m'est arrivé en début de carrière. Au début, on a la peur du chiffre, on a la peur de ne pas réaliser. Parce que tu es indépendant. Moi, j'ai mon propre cabinet, j'ai une CELAS, oui. Ok. On peut être avocat salarié? Oui. Au sein d'un cabinet? Oui. Chez Fidal, par exemple, ils sont salariés. D'accord. Ça gagne combien à peu près? Chez Fidal, ils peuvent bien gagner leur vie en tant que salariés. Ils peuvent avoir des 5 6 000 euros de paye. Ok. Et pourquoi ça t'a jamais tenté? Parce que j'aime la liberté, j'aime l'entrepreneuriat. Ouais. Et surtout, moi, j'ai toujours été immanageable. On ne me manage pas. Ok. On ne me contrôle pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu exercer à mon propre compte. Parce que je suis libre de mon temps, je suis libre de l'organisation de mon agenda. Et ça me va bien comme ça. Ok. On va parler un petit peu aussi IMO. Aujourd'hui, t'es marchand de biens, donc minoritaire, on le rappelle, par rapport à ton statut d'avocat. T'as du patrimoine à titre perso? J'ai de l'immobilier, j'ai plusieurs SCI, une avec Laurence. Alors, pourquoi plusieurs SCI? Une idée fiscale? Non, pas du tout. De déduction? De transmission? Pas du tout. Non? C'est juste, j'ai une SCI avec mon ex-conjointe, donc Laurence. Avec qui vous êtes resté en bon terme? On est resté en bon terme. Okay. J'ai une SCI avec une amie. J'ai une autre SCI avec un associé où c'est notre holding commune. D'accord. Qui détient un bien où on fait un programme ANA. Donc là, on a. C'est chiant ça. Non, moi j'aime bien. Mais ça c'est typique pour des mecs comme toi. Moi j'aime bien parce que ça permet de générer du patrimoine et financer. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est l'ANA? Alors l'ANA, c'est l'agence pour l'habitat et elle aide certaines personnes qui rénovent un certain type de bien, donc dispositif cœur de ville. Et par exemple, là, nous, on a 240 000 euros de travaux et l'ANA nous finance 180 000 euros.
Mais il y a des loyers conventionnés. Voilà, mais pendant 6 ans. Donc, dans certaines communes, c'est 9. Ouais. Dans d'autres, c'est 6. Okay. Ça dépend des zones géographiques. Une obligation de détention pendant un certain temps. Voilà, on doit détenir le bien pendant les 6 ou 9 ans. Ouais. Et on doit surtout pratiquer des loyers modérés. Et donc, louer les appartements une fois qu'ils sont finis. Et tu trouves que c'est rentable ? Alors non, là, on ne va pas chercher la rentabilité quand on fait ça. On va chercher de la constitution de patrimoine. C'est-à-dire qu'à terme, je vais avoir un immeuble de 350 000 euros, ouais. alors qu'il m'aura coûté 150. Ouais, d'accord. Donc c'est pour revendre dans 8 ans. C'est ça, et 150 pourquoi ? Parce que vous allez dire, mais les maths sont pas bonnes, là, maître. L'ANA finance, mais parce qu'il n'y a pas que l'ANA. Il y a la mairie, il y a d'autres aides, etc. Et toutes les aides cumulées, on arrive à... Voilà. Ok, mais globalement, généralement, ça génère des cash flows négatifs. Ça peut, oui. Ok. C'est une stratégie, et d'ailleurs, tu fais très bien de le souligner, c'est-à-dire que il n'y a pas que le cash flow comme stratégie. Quand on est débutant, on pense qu'au cash flow, mais là, par exemple, cette stratégie ANA, pour moi, elle peut être bien plus puissante qu'une stratégie cash flow parce que on se constitue du patrimoine net sans avoir mis 1 euro. Enfin, on met juste, voilà, en l'occurrence, nous, on a mis 106 000 euros pour l'achat du bien. On va mettre un peu de travaux de notre poche, et après, le reste, ça va être financé par les aides. Donc c'est magnifique. On va se retrouver avec un immeuble qu'on n'aura même pas payé à moitié. J'irais même plus loin, même un bien avec un effort d'épargne, ça reste, qui derrière est payé par un locataire, ça reste quand même un amortissement, un bien qui, tôt ou tard, te créera de la valeur et un enrichissement. Mais moi, je suis partisan de ça. Alors, je vais prendre le contre-pied de 90% des youtubeurs. Si on a un bien à Paris où on a un effort d'épargne, ou en proche couronne, on va voir que la prise de valeur de ce bien dans le temps, et donc la fameuse plus-value, va être plus importante que peut-être une commune où on a du cash flow dans une autre région, où là on va avoir ce fameux cash flow positif, mais à la revente on n'aura pas du tout le même gap. Ça dépend des marchés. Les marchés qui sont stables. Saint-Étienne, ces marchés-là où tu as des bonnes rentabilités, et le marché n'a pas bougé depuis X années. D'ailleurs, tu me dis que tu t'es lancé, t'es venu à mon séminaire. Pourquoi t'es venu à mon séminaire en fait ? Parce qu'à l'époque, c'est quoi ? C'est 2016, 2017 ? 2017. Oui. Alors, au début, on était 3-4, mais en 2017, il devait déjà avoir un peu de monde quand même qui était sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené chez moi ? Il y avait plusieurs intervenants, plusieurs professionnels. Toi, tu te distinguais. Ah, c'est pas moi en fait. Non, mais en fait, Quel fumier! Non, mais je ne te connaissais pas. J'ai appris à te connaître lors de cet événement. Je vais pas mentir. Je vais pas dire que c'est pour tes beaux yeux que je suis venu. Ah la vache! C'est pour le panel d'intervenants que je suis venu. Ok. Parce que on avait appelé les séminaires à l'époque ImoPro. ImoPro. Alors déjà, ça sonnait professionnel. Ouais. Et tu avais plusieurs notaires. Intervenants, notaires, marchands de biens. Ouais. Et les professionnels de leur secteur. Voilà. Donc à l'époque... Ça faisait écho en toi. Ouais, exactement, ça faisait écho. En te disant... Parce que mine de rien, tu as regardé ce marché d'un œil attentif aussi quand même. Oui. Tu connais pas mal de monde de ce milieu. Aujourd'hui, pas mal de monde te connaissent parce que là, on fait un podcast, donc ça va encore plus... Tu vas encore avoir plus de gens qui vont te solliciter, mais... Tu es intervenu dans mes événements, tu es intervenu à de nombreuses reprises, on a fait quelques vidéos. Donc tu en as vu dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu en penses de ce milieu ? Dans ce milieu, il y a de tout. Hein. Il y a des vendeurs de rêves qui ont acheté 2 immeubles et vont sortir une formation sur les immeubles alors qu'ils sont eux-mêmes débutants. Alors ça, je trouve ça un peu scandaleux. Okay. Il y a des personnes qui ont de l'expérience et qui ont vraiment... pratiquer ce pourquoi ils vendent des formations, mais pour vendre, vont aller à l'excès dans le marketing et dans le bling-bling et vont éviter de décrire les mauvais côtés ou les échecs ou alors les problèmes et vont mettre l'accent sur le marketing pour vendre un maximum. Et après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus honnêtes, qui vont donner les bons côtés et les mauvais côtés, les tenants, les aboutissants et qui ont vécu et pratiqué ce pourquoi ils font des formations. Du coup, il faut bien faire attention quand on achète une formation, d'aller voir quelqu'un, qui a pratiqué, et qui est honnête, qui n'est pas dans le marketing pur et dur et qui va juste envoyer des paillettes en occultant le négatif. Ok. Si aujourd'hui, moi, je conseille, et tu me diras ce que tu en penses, alors je vais plus parler économique,
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est devenu un peu le truc aussi, un peu à la mode, d'être à son compte. Créer un business, pour moi, il faut un minima de marge. Oui. Moi, j'estime que le minima, vraiment le seuil minimal, c'est 25 points de marge. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si tu as fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est 250 000 de résultats nets. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis d'accord avec toi. Peu importe l'activité, il faut qu'il y ait un minimum de marge, sinon ça vaut pas le coup de mettre les efforts en face. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais ce qui est important, c'est ce qui reste dans la poche à la fin de l'année. Oui, parce que tu as eu beaucoup d'entreprises dans tes affaires. Tu as vu sûrement des gens faire beaucoup de chiffre d'affaires et des millions de chiffre d'affaires. Oui. Ça vaut pas le coup d'avoir une boîte qui fait 5-6 millions avec un résultat à 8 ou 9%. Si derrière, tu as... alors si tu as 5-6 millions, ça veut dire que tu as 60-70 salariés à gérer avec tout le RH, toute la complexité, etc. que ça génère. Exactement. D'ailleurs, dans les métiers de la formation, c'est très marrant parce que souvent les formateurs parlent en chiffre d'affaires, très bizarrement. Pourquoi ? Parce qu'ils réinvestissent 70-80% dans le marketing et finalement le résultat... Moi, je l'ai vu. Il fut un temps où j'ai promu oui. Ouais. de la formation en ligne. On a fait on faisait 3% de marge. Ah oui. Et ça, c'est pas dit sur les réseaux, malheureusement. Et je pense que la plupart font pas beaucoup de marge. Parce qu'il y a une énorme communication qui tourne autour de l'acquisition de leads et d'abonnés. On s'égare, c'est pas très très intéressant tout ce genre de choses. Est-ce que tu as fait dans le business, vu que tu es un bon négociateur, des acquisitions immobilières agressives ? Très très agressives. Est-ce que tu trouves que justement il y a un problème d'éthique à le fait, parce que moi, dans mes acquisitions, dans mes transactions, je le suis, et parfois j'aime même que ça faillite. Voilà, peut-être un côté un peu sadomaso, hein. Mais j'ai l'impression que sinon il n'y a pas eu de deal, tu vois. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est non éthique, par exemple, tu as Madame Martin qui vend un pavillon à 200 000 euros et d'arriver devant elle et lui dire écoute, je le prends mais à 60 000 euros. Non, parce que Madame Martin, elle est libre de choisir un autre acquéreur. Elle est libre d'être patiente et d'attendre pour le vendre au prix qu'elle veut. Si elle accepte de le vendre au prix négocié, alors je parle hors pratique commerciale, voilà, on parle pas d'aller harceler des personnes âgées, ce genre de choses. Hein. Je parle, le prix est agressif, mais la méthode, on ne va pas... on va pas kidnapper son chat et puis lui dire t'acceptes de vendre la maison. Hein, on parle de prix agressif, mais pas de méthode commerciale agressive, ce qui est tout à fait différent. Moi, je fais la différence entre les deux. Hein. Donc là, on parle de prix agressif. Un prix, il peut être agressif. Il se doit d'être agressif. Mais quand on fait des affaires, oui, il faut qu'il soit agressif, sinon on ne fait pas de bonnes affaires. Pour toi, tu connais l'expression gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu en penses ? L'expression gagnant-gagnant, elle peut être vraie avec ses partenaires. Par exemple, un agent IMO, si tu fais un bon deal, lui, il a sa com, c'est gagnant-gagnant. Par contre, si on parle de cette expression dans un deal avec un vendeur et toi, tu es acheteur... Ou inversement. Ça me paraît difficile de concevoir... Il y a un moment donné où quelqu'un doit perdre quelque chose. Alors après, ça peut être gagnant-gagnant, mais sur des terrains différents. C'est-à-dire sur le terrain financier, ça sera l'acheteur, donc en l'occurrence celui qui fait la bonne affaire immobilière, il sera gagnant, et en face, la personne sera perdante. Mais peut-être que l'enjeu pour elle, c'est pas le financier. C'est par exemple, elle a hérité d'un bien, elle habite à l'autre bout du monde, un expat, il veut s'en débarrasser, c'est la chienlit, tu lui rends service. Donc peut-être que le gars, il perd de l'argent, mais il le sait, mais il est content. Okay. Et donc là, quelque part, il est gagnant, mais sur un autre terrain. Par contre, le gagnant-gagnant sur un même terrain, à savoir le terrain économique, j'y crois pas dans une vente. Ouais, mais gagnant-gagnant sur des terrains différents. Du temps. Là, d'ailleurs, on est sur une transaction actuellement où c'est pas la meilleure opération de ma vie financière. Elle est même gagnante pour l'acquéreur,
mais je gagne du temps. C'est ça. C'était la valeur importante du deal. J'étais prêt à perdre ce côté financier, mais j'étais absolument précis et pointilleux sur le temps. Exactement. Et parfois aussi, donc c'est aussi pour dire aux gens, n'hésitez pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en plus dans le contexte économique, on est dans un marché d'acquéreurs. Si tu as la main gagnante, c'est-à-dire que tu as un peu de cash ou tu as la moyen de faire des levées bancaires, si tu décides de faire des levées bancaires, et que tu peux te positionner sur des biens, soit sur des offres agressives. Il n'y a que comme ça, finalement, que tu réussiras à faire des belles opérations dans l'immobilier, quelle que soit l'activité, hein, soit du locatif ou du marchand. Et je rajouterais un ingrédient important que beaucoup de personnes oublient, la patience. Parfois, il faut laisser un deal 8 mois, 12 mois. Il y a des temps, suivre, il y a des tempos. Le suivre. Ouais, complètement. On laisse notre offre agressive. Ça lâche pas. Et on prend des nouvelles tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et c'est peut-être au bout de 12 mois qu'on fera l'affaire. Puis si c'est passé à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les gens veulent tout de suite. C'est les réseaux sociaux, c'est TikTok. Ouais, c'est TikTok. 3 secondes. Mais une bonne affaire immobilière, parfois, c'est 1 an. Mais même gagner son argent dans l'immobilier, c'est 10 ans. Eh oui. Qu'on le veuille ou non, ma punchline, elle était pas mal, mais que les gens s'en souviennent. J'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Je pense réellement que les gens doivent comprendre que c'est un tempo. Déjà, les tempos imposés légalement, mais ça met du temps. Se construire un portefeuille, un patrimoine, et il faut perdre certaines choses. Là, on parlait de toi tout à l'heure. Tu as quelque part un peu perdu les liens familiaux. Tu as pas pu prendre. Tu pratiques du sport. Tu fais du MMA. Donc c'est un avocat qui peut te faire une clé de bras en plus. S'il perd la plaidoirie, clac, ça se termine comme ça. Mais tu peux pas t'entraîner à hauteur de ce que tu veux à date, parce que tu travailles comme un acharné. Donc il y a des fois où tu dois laisser des choses pour obtenir d'autres choses. Il y a des phases de vie où je m'entraîne pas du tout même, faut être honnête. Là, récemment, je me suis pas entraîné d'ailleurs. Et tu t'es dit que tu te donnerais, parce que moi j'ai eu une bascule et une coupure en me disant, oh là je risque ma vie, et je l'ai risqué par l'agressivité de dépenses énergétiques, émotionnelles, etc., due à plus de 20 ans d'entrepreneuriat. Tu te dis quoi, toi? Où je vais m'arrêter? Est-ce que Fabien, qui a 34 ans aujourd'hui, il se dit j'attends une alerte physique pour stopper mon engagement, ou il se dit tiens, dans 2 ans, c'est sûr, je ralentis le pied Alors non, moi j'estime que l'important dans la vie et l'objectif de chacun, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Okay. Si on a un mode de vie qui nous épanouit, on a tout gagné. Okay. Et là, tu t'éclates. Là, je m'éclate. Okay. Et là, par exemple, le marchand de biens, ça m'épanouit. Le sport, ça m'épanouit. Les bons restos, ça m'épanouit. Le métier d'avocat, des fois, il m'épanouit, des fois, moins. Ouais. C'est pas tout le temps. Faut être honnête. Et le but de la vie, c'est d'être épanoui, d'être heureux. Mais si on sent que ce bonheur, il part, et que cet épanouissement part... C'est quoi qui te déplaît chez le fait d'être avocat? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est une pression énorme, et c'est un métier où il n'y a pas le droit à l'erreur. T'as la pression du résultat pour ton client. Exactement. Moi, j'ai quelques gros clients où j'ai jamais perdu. C'est un peu comme Teddy Riner quand il était sur sa période de 10 ans d'invincibilité. Les clients pour lesquels t'as gagné des dossiers mais t'en as perdu 1 ou 2. Bah non, on n'a jamais perdu. Bah voilà. Toi, tu fais partie de ces clients. Tu as cet honneur-là. Et je te le dis, je sais que quelque part, si le jour où on perd, j'aurais un sentiment de qu'est-ce qu'il a, Fabien. Et tu vois, et du coup, j'en ai 2 ou 3 comme ça où j'ai jamais perdu. Ouais. Et où tu t'interdis l'échec, quoi. Ouais. Et du coup, ça te ronge un peu. Tu te dis, j'ai pas le droit, quoi. Pas le droit à l'erreur. Et ça, faut le supporter. Hein. Faut être honnête. C'est une pression qu'on a pu quand on a perdu une fois, finalement. Ouais. Pour les clients, on a perdu au moins une fois, on est soulagé. Mais pour les clients où on n'a jamais perdu, on a cette pression, comme un sportif, hein, comme un sportif qui perd pas. Et du coup, tu as la pression de rester invaincu.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs et que tu vois généralement lorsque tu échanges, tu vas aussi à des événements, des choses comme ça, où tu rencontres des entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer dans l'investissement, que tu entends mécaniquement des choses qu'ils veulent faire ou qui s'amusent à faire et que tu te dis, tiens, ils font une connerie. La première connerie, c'est mal choisir ses associés. Ouais, moi je l'ai fait, je me suis planté, mais sur le papier, à plein de fois, c'est très compliqué de dire mal choisir ses associés. C'est des relations humaines. En fait, je pense que c'est comme si tu me disais mal choisir sa femme. Oui. T'en sais rien. On n'en sait rien. Mais T'en sais rien. C'est ça le problème. Si sur le papier, t'as un mec qui correspond exactement au profil, qui, en plus de ça, tu t'entends bien avec, machin, ceci, cela, mais que dès qu'il y a une difficulté, toi, t'es habitué, t'as la carapace, machin, puis tu t'aperçois qu'en face, le gars, il tient pas la route. Là, il y a le conflit qui arrive tout de suite. Donc, c'est très difficile de se dire... Je crois que c'est même impossible de dire choisis bien tes associés. Une phrase bateau. La finalité, tout le monde va se planter à un moment donné. Effectivement, on ne peut pas avoir de certitude sur les gens, surtout que les gens peuvent avoir des masques qui tombent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et plusieurs personnes tiennent des masques dans la vie, même dans la vie personnelle, des amis, c'est pas que dans les affaires. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis. On peut se faire avoir. Donc, effectivement, bien choisir. Je vais peut-être retirer cette phrase parce que est-ce possible de bien choisir et de savoir qu'on choisit bien? On le sait a posteriori. Si ça a duré 30 ans, essayer de se retrouver sur des valeurs communes dans un premier temps. Exactement. Moi, j'appelle souvent ça le curseur de la moralité. Et ce qui est peut-être bien pour toi, ce qui est peut-être éthique pour toi est peut-être un peu différent pour moi. Et donc, est-ce qu'on est à peu près câblé sur le même sujet, tu vois, sur certaines valeurs? À partir de là, si on se retrouve sur certaines valeurs, il y a peut-être moyen de créer un business. Et des rythmes de vie aussi. Si on s'associe avec d'anciens salariés qui ont l'habitude de faire 35 heures et à 18 heures c'est fini, ça risque de... 18 heures, c'est déjà tard. Pour un entrepreneur, 18 heures, c'est le début de l'après-midi. Pour un salarié, 18 heures, c'est déjà tard. Je l'ai vécu Mon Dieu, je l'ai vécu à mes dépens. Et non, c'est pour ça que, quelque part, moi, je maintiens que tu nais entrepreneur. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Je pense aussi. Il y a des formations pour devenir entrepreneur. Moi, je pense que c'est... Si tu as la fibre, faut essayer. Faut essayer. Tu peux pas en vouloir au mec qui était salarié pendant 20 ans de sa vie de se lancer et puis de dire je vais tenter mon rêve de devenir entrepreneur. Mais après, faut pas te plaindre de la réalité entrepreneuriale qui forcément peut vachement bien se passer et ça peut être l'abondance pour certains. Et puis, malheureusement, ça peut aussi avoir des couacs parce que sur le papier, tout peut être beau des fois. Un investissement immobilier dans un tableur, ça peut être génial. Dans le terrain, ça peut être autre chose. Un marché qui diffère. J'achète un hôtel le 15 mars 2020. Je le prévois, moi, le Covid ou pas? Non, non. Tu vois? Donc après, tu fais quoi? Tu t'adaptes. Tu te débrouilles. C'est ça, en fait. C'est si t'as pas, à mon sens, d'intelligence émotionnelle, situationnelle et de résilience, reste salarié. Exactement. Faut reste de l'agilité. Et tu seras très bien dans ce confort-là. Parce que c'est une vie... Moi, tu vois, regarde, ma femme, je l'ai emmenée dans toutes mes aventures entrepreneuriales. Et elle n'aime pas ça. Mais elle tient le choc, Virginie. Ah, mais elle tient les épreuves. Elle tient la route. Daenerys Targaryen. Mais sinon, elle aime pas ça. Elle fait parce que c'est un soldat. Tu vois? Ça se dit soldate. Je suis pas sûr. J'aime bien le français dans ses règles. En tout cas, c'est un soldat. C'est une vraie guerrière. Et donc elle fait, mais elle aime pas ça. Et c'est pour ça que je sais que je la ramènerai plus dans mes aventures entrepreneuriales. Mais là, moi, je sais que ma femme, elle est venue m'aider dans les aventures parce qu'elle a vu que j'étais mal entouré à un moment donné. Donc elle a dit hop, on va faire ce que les autres ne font pas. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que là, tu as atteint un objectif de vie, c'est-à-dire qu'elle va juste s'occuper des enfants
et elle arrête de s'impliquer dans les business, je pense pas. Non, elle peut pas. Elle va vouloir. Non, puis même moi j'ai besoin de sa consultation. Au-delà de ça, c'est que elle est toujours de très bons conseils. Moi, j'ai une relation incroyable avec ma femme. Je crois que c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et la conséquence après sont mes deux petits bâtards. Mais c'est mes enfants. Ça se sent et ça se ressent. Mais ouais, je me repose énormément sur elle, comme je pense qu'elle se repose sur moi. Donc cette erreur-là, on l'a balayée. Une autre erreur que tu entends souvent, qu'est-ce que tu pourrais conseiller d'un type qui dit allez, je me lance en affaires? L'autre erreur qui est très marrante, c'est ne pas viser assez haut. Ouais. Moi, je vois plein d'entrepreneurs qui créent la petite boîte avec le petit truc. Ok. Mais ils s'achètent un poste de salarié finalement avec toutes les merdes qui vont avec. Bah oui, parce que du coup, quand on vise une petite boîte, on se crée des petits revenus généralement. Beaucoup d'heures de travail. Beaucoup d'heures de travail, beaucoup plus qu'un salarié. Beaucoup d'administratifs. Pour des revenus équivalents. Okay. Pour moi, il faut oser rêver grand. Et quitte à se planter en grand, d'ailleurs. Voilà, c'est quitte à se planter en grand. Mais c'est le corollaire. Il faut. Ton risque, il est à hauteur de ce que tu mises. Exactement. Moi, je vais parler de moi, par exemple. Allez, parle-nous de toi. J'ai un cabinet d'avocats qui tourne bien, où je gagne très très bien ma vie. Vous êtes plusieurs collaborateurs, en fait? Tout seul. Tout seul. J'ai essayé de Mais tu as des confrères avec qui tu as des affinités. Par exemple, Exactement. on a eu un problème d'ordre pénal pour du harcèlement et j'ai été en lien avec un de tes confrères. Exactement. Moi, je travaille avec des confrères, chacun sa matière. Moi, maintenant, je fais le droit des affaires. Même le droit du travail, maintenant, je le renvoie vers des confrères qui font que ça. Parce que moi, je l'ai fait en début de carrière, je le fais plus. Et donc, maintenant, c'est que droit des affaires, droit de l'immobilier, c'est tout. Pénal, j'envoie. Propriété intellectuelle, j'envoie des confrères. Fiscalité, j'envoie des confrères. Droit du travail, j'envoie des confrères. Je voulais en venir au point suivant, c'est que il faut oser prendre des risques et parfois d'énormes risques. Moi, c'est ce que je viens de faire depuis l'année dernière. Il faut savoir que j'ai débuté le marchand de biens avec un associé multimillionnaire, mais attention, sur chaque projet, il fait des loan notes. Et moi, demain, si je plante un projet à 1 million, je peux me retrouver endetté à plusieurs millions. Lui, il te met banqueroute. Il me met à plat. C'est-à-dire que lui, on a tout verrouillé, d'ailleurs, des avocats anglais. C'est une loan note, etc. Juridiction anglaise compétente, etc. Si demain, je fais défaut, je me retrouve avec une dette énorme. Mais c'est un risque que je prends. Et j'ai choisi de rêver grand, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs marchands de biens qui commencent avec des petits deals, avec une maison à 40 000 euros, ils font 20 000 euros de travaux et puis ils la revendent 100 000 euros, etc. Moi, j'ai commencé avec des petits deals comme ça, mais très rapidement, là en moins d'un an, c'est-à-dire que la société elle a été créée en novembre 2023. Okay. Maintenant, je suis sur des deals à plus d'1 million d'euros. Et voilà. Et j'ai pris le risque en moins d'un an. Et je ne le regrette pas. Et j'ai osé le prendre, et si demain ça pète, c'est pas grave. Tu auras la satisfaction d'avoir essayé. Exactement, mais ça pètera pas. Ça pètera pas. Alors que je vais sur des choses avec des risques de cavité, de marnière. Je vais sur des choses, là, je vais parler un peu d'un deal, là, qui est mon plus gros deal, où on devrait faire 400 000 euros de marge. Qui est beau, pour 899 000 posés sur la table. C'est vraiment beau. Mais pourquoi quasiment 50% de marge. Pourquoi quasiment Pourquoi un beau coup comme ça? Là, je ne vais pas faire de la poudre aux yeux style youtubeur. Petit 1, risque de marnière. Le vendeur n'a pas voulu qu'on sonde. On n'a pas pu sonder. Donc moi, je suis avocat, donc j'ai fait une enquête documentaire. Préfecture, mairie, BRGM. Je suis allé voir tous les registres possibles et imaginables. Et il s'est avéré que pour moi, ce qu'il y a là-dessous, c'est un puisard qui a été mis là par l'établissement ecclésiastique de la commune en question en 1899. Et j'en ai la quasi-certitude. Donc je me dis, bon, je me suis sécurisé de manière documentaire, mais quand même, j'ai pas sondé. Donc, il y a ça. Il y a eu une problématique de succession avec l'une des sœurs, donc c'est une SCI avec des frères et sœurs qui ont entre 88 et 93 ans. Mais une des sœurs est décédée et ils se sont retrouvés associés avec un de leurs neveux, toxicomane, qui habite en Allemagne, qui parle pas français, etc. Donc j'ai dû résoudre déjà
Voilà, ce bazar-là avec des oncles et tantes qui ont peur du neveu. J'ai dû résoudre également une problématique où ces personnes-là ont un preneur, donc au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y a un U-Express, donc du groupe Système U, où ils avaient de mauvaises relations avec l'occupant de ce local-là. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir le deal, parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'occupant du local, lui, il a fait une offre à 1,1 million pour acquérir l'immeuble. Moi, j'ai fait une offre à 850, et c'est la mienne qu'on a pris. Pourquoi ? Parce que tu résolvais les problèmes. Je résolvais les problèmes, j'ai accepté de mettre 200 000 de séquestre et de faire une vente en 1 mois, sans aucune condition suspensive. Parce que, on va vous dire sur YouTube, là, les formations que j'entends, alors oui, il y a les conditions suspensives pour se protéger. Non, les très beaux deals, les très très beaux, je vais vous choquer, mais ça se fait sans aucune condition. Ça se fait en slip. Les conditions, on peut les mettre dans des deals lambda. Dans des beaux deals. Pourquoi il devient beau le deal ? Parce que tu as pris un risque qu'un autre n'a pas pris. C'est tout. Et moi, ce deal-là, 0 condition suspensive. En slip. Et pour vous dire, on a même acheté... Sans filet, quoi. Oui, et on a même acheté, ce qui est pourtant illégal. Le notaire n'aurait pas dû accepter ça. Bon, c'est une nullité relative, c'est-à-dire il n'y a que l'acheteur, à savoir nous, qui pourrait soulever cette nullité. Il n'y avait pas de diag assainissement. D'accord, c'est de l'assainissement collectif, c'est un immeuble collectif. J'ai dit non, mais j'achète, moi vous inquiétez pas, je vais pas demander la nullité. Donc j'ai dit au notaire que je le ferais pas chier. Et là, on a fait faire le diag post-vente. Moi, j'ai voulu qu'on soit titré, même sans diag, assainissement. Donc voilà, donc les belles affaires se font en prenant des risques. Et les gains sont toujours à rapprocher de risques. T'es d'accord avec ça ? Bah, tu parles d'un gars qui a fait tapis pendant une dizaine d'années, donc forcément, ça fait écho en moi. T'as la satisfaction quand tu es passé de justesse que c'est sympa, et puis puis quand ça pète, tu te dis sois fort, sois résilient, et puis t'as été courageux. Donc il y a la satisfaction aussi, même quand ça pète, quand ça marche pas. Moi, j'ai eu cette satisfaction des deux parce que quelque part, ça te donne ce sentiment d'être vivant. Oui, je suis d'accord. Et c'est important. Je veux pas d'une vie plate, moi. J'ai toujours dit, c'est toujours été mon leitmotiv. Pas de petite maison dans un petit barbecue avec le scénic et compagnie. C'était pas ma projection de vie. Ma projection de vie, c'était de changer complètement ma condition sociale, de transformer ma vie, ce que j'ai réussi à faire, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de recul et de faire les choses aussi différemment. Je fais plus les mêmes choses que je faisais il y a 10 ans ou il y a 20 ans. D'ailleurs, parlons un peu de conditions sociales. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, le métier d'avocat m'a permis aussi de m'extraire de ma condition sociale où j'étais fils d'ouvrier. Mon père travaillait chez Renault, ma mère était mère au foyer. Donc ça m'a permis déjà de passer un step, de passer dans les fameux CSP+. Voilà. Complètement. Et maintenant, avec le marchand, j'ai pour ambition de passer encore ce qu'on appelle les nouveaux riches. Voilà. Donc le step encore après. Mais finalement, je sais pas pour toi, mais moi je ressens qu'on sort jamais complètement de sa condition sociale. On a toujours des codes qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas grandi avec les mêmes codes. Par exemple, moi, je sais pas, moi j'ai une ancienne belle famille. Ils adorent l'art. Voilà. J'en ai rien à faire de l'art. Je m'en fiche de l'art. Ils adorent plein de choses, etc. Et donc, tu as des codes sociaux, des pratiques sociales que toi, tu n'as pas eu dans ton enfance ou même dans ta vie d'adulte. Ce qui fait que tu n'as pas les codes. Moi, aujourd'hui, je suis avocat, je fais pas du golf. Je fais du MMA. C'est pas dans le... C'est pas dans la pratique habituelle. Bon, là, j'ai arrêté le MMA. Je dis je fais du MMA au présent, mais là, j'en fais plus. Mais bon, ça me titille de reprendre, cela dit. Et pour moi, on ne sort pas de sa condition sociale. Même si on atteint des steps financiers dans sa vie, mais on a toujours des petites choses qui nous rappellent que, oui, financièrement, on a passé des steps, mais culturellement, on a toujours un background. On est toujours attaché. Je sais pas ce que tu en penses de ça, toi. Moi, je suis fier de là où je suis parti, de là où je suis. Je pense que le plus important, c'est d'être fier de soi. Et effectivement, j'aurais du mal à m'accoler à la bourgeoisie traditionnelle,
avec des codes sur lesquels j'ai pas reçu une éducation d'arrogance vis-à-vis justement de l'argent, et que nous, vu qu'il n'y en avait pas, moi j'étais seul avec mon père et il y avait vraiment vraiment rien. Alors, je ne vais pas te faire les misérables, hein, mais c'était compliqué. J'avais justement des copains, enfin des connaissances d'école qui eux faisaient partie de la petite bourgeoisie locale, et j'avais du mal à supporter leur arrogance vis-à-vis de l'argent quand j'étais enfant. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, parce que c'est des fils de bourgeois aujourd'hui, très clairement. Mais est-ce que tu es vraiment un bourgeois ? Non, alors ça dépend. Est-ce qu'on va dénaturer le fait bourgeois et tu peux lui donner plusieurs sens. Moi, je pense que tu es un nouveau riche. Est-ce que bourgeois, bon, pour certains, j'étais même un parvenu. Mais est-ce que bourgeois, c'est descendre d'une lignée de sang bleu, etc., etc. Ou est-ce que bourgeois, c'est appartenir à une caste particulière avec des codes de sociétaux qui sont différents. Est-ce qu'on y met un aspect, entre guillemets, voilà ce que je veux dire, est-ce qu'on y met un aspect péjoratif ou un aspect quand même positif? Parce que dans la bourgeoisie, il y a quand même des codes de valeurs qui sont intéressants, des codes éducationnels qui sont aussi intéressants, qui, à mon sens, je donne aujourd'hui à mes enfants. Parce que moi, j'ai reçu une éducation de mon père avec des valeurs. On n'avait pas d'argent, mais il m'a donné une éducation qui s'apparente avec des valeurs traditionnalistes, de noblesse française, un truc comme ça. Mais alors que c'est pas notre... Enfin, le frigo était vide, quoi. mais donc je sais pas qu'est-ce qu'on y met comme signification sur le terme bourgeois. Le bourgeois, c'est quand même connoté... Il y a un background culturel, sociétal, il y a des codes, et notamment on remarque que dans les milieux bourgeois, les enfants font beaucoup plus facilement de la musique, de la peinture, des arts. Non, bah moi non, je suis pas issu de ça. Hein. Déjà parce que compliqué, et parce que je me suis, entre guillemets, moi j'étais seul, mon père travaillait beaucoup mais il n'était pas payé, j'étais très tôt à traîner dans la rue, donc à faire des bêtises, forcément. Donc non, tu te souviens de ce que tu es, de ce que tu as été, de la valeur de l'argent aussi, c'est très important. Puis aussi que ça repose maintenant que tu en as construit, ça repose, et ça a reposé, ma fortune actuelle repose sur beaucoup d'efforts et de sacrifices, et repose sur moi-même. C'est-à-dire que je vais pas regarder à droite à gauche, j'ai pas une famille, si demain je fais banqueroute, qui va me dire tiens, je peux t'aider. C'est ça. À contrario de la bourgeoisie, qui le père ou la mère est avocat, médecin, et dans ces sphères-là, ou politicien et autre chose comme ça. Le gamin, il a envie de monter une start-up qui fonctionne pas. Demain, il a ses parents, ses oncles, ses tantes qui remettent au billet. Et allez, vas-y, remonte une entreprise ou un truc comme ça. Ça, moi, j'ai pas de filet avec ça. T'as pas de filet avec ça. On a ce code-là qui fait que on se rappelle que on s'est créé notre propre ascenseur social, quoi. Et du coup, on peut pas échouer. C'est impossible. Moi, j'ai échoué plein de fois. Oui, mais moi, j'ai échoué plein de fois, mais j'ai pas eu d'autre choix que de continuer. Et puis, je pense que c'est un peu ça, là, tout à l'heure, j'ai eu une discussion qui était intéressante avec quelqu'un qui fait des podcasts, justement, sur les entrepreneurs et le burn-out des entrepreneurs. Moi, je sais pas si j'étais en burn-out. J'aime pas ce mot-là, en fait, parce que ça a une connotation de j'abandonne, tu vois. Ça. Mais à contrario, j'aime pas le côté style Andrew Tate, t'as pas le droit d'avoir du burn-out parce que c'est pour les faibles ou les trucs comme ça. Il y a des trends qui circulent comme ça sur Internet. Moi, je pense avoir été affecté émotionnellement, etc., à plusieurs reprises, parce que j'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont épuisé et fatigué. Mais t'as pas le choix, hein. C'est comme quand t'es sur un ring de boxe. T'en prends plein la gueule. Je suis pas le genre à tendre la joue pour que ils m'en mettent une et que je tombe par terre. J'irai jusqu'au bout.
avec ma fatigue, mes douleurs, mon épuisement, mes problèmes, même si sur une microvision, ils sont étouffants, incommensurables, eh ben, t'as pas le choix, lève-toi. Et c'est aussi un rapport différent au risque. Toi, tu as connu une vie où t'avais rien avec Virginie. Tu vivais dans une petite maison avec presque rien. Et encore, moi, je te dis, moi, c'était pas Les Misérables, mais Virginie, c'était Les Misérables. Donc ma femme, elle vient de très 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 loin. Et voir ce qu'elle réussit dans la vie aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais pour autant, moi, j'ai aussi des amis issus de la bourgeoisie et qui cartonnent en entrepreneuriat aussi. Ouais, mais il n'y a pas de règle. Rien n'est binaire. Il n'y a pas de règle. Rien n'est binaire. Moi, je déteste ça, les conclusions et les codes. Pour réussir, il y a 10 règles. Ça n'existe pas. La vie, elle est faite de plein de petits événements qui fait que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu peux t'engager complètement à tenter plein de choses. Ça peut fonctionner comme ça peut aussi échouer. Et c'est difficilement audible. Voilà. Tu veux une réponse aussi du pourquoi, du comment j'ai pas autant d'abonnés que j'aurais voulu avoir. C'est parce que ça fait 12 ans sur les réseaux sociaux que j'explique que c'est les montagnes russes. Ça va pas faire fantasmer tout le monde. C'est possible. Oui, et puis... mais c'est possible aussi de te ramasser, de te viander. Le nombre d'abonnés, tu peux toujours le développer. Oui, non, mais ça, on s'en fout. C'était une petite comparaison. Moi, le plus important, tu vois, je fais une vidéo avec un YouTuber aujourd'hui qui s'appelle Timothée Moirou, qui avait qui a une plus grosse communauté aujourd'hui que moi, et qui me dit ma première vidéo sur l'immobilier, c'est la tienne que j'ai vue. Et ben je me dis, j'ai réalisé peut-être des rêves, pas des rêves, mais en tout cas des prises de risques, des prises d'action à des mecs qui aujourd'hui sont satisfaits de leur vie et qui se disent putain, ce mec-là à un moment donné il a déclenché quelque chose chez moi. T'es venu à mon séminaire, ça a déclenché quelque chose, tu vois. C'est ce qu'on disait, il y a 2 jours, je crois, ou hier même, où je te disais, tu as le grand-père qui est Olivier Seban en France, et t'as les papas et les mamans, et toi tu fais partie des papas. Hassan, Jérémy Ferrari. T'es en train de me dire que je suis vieux. Putain, et maintenant, tu as la nouvelle génération en dessous. Et toi, c'est vrai que t'es 2012, quoi. Ah, 2012, ouais. Le début sur Internet. Donc, tu es... 2012 sur YouTube, on avait le mec qui avait 1000 abonnés, c'était une star. Ouais. T'imagines ? Imagine comment ce marché s'est développé et continue à se développer. Parce qu'aujourd'hui, t'as des mecs qui parlent entrepreneuriat, business, ils ont des millions d'abonnés. C'est ça qui est exceptionnel. Donc, quelque part, les mentalités changent. Et puis, toutes ces petits trucs, toutes ces petites vidéos ont peut-être servi aux gens à un moment donné. Donc, on n'a pas fait que du tort. Hein. Non, beaucoup de bien. T'as inspiré beaucoup de monde. Et puis, il faut savoir que même les personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'abonnés comme Timothée, c'est juste qu'il a fait le choix... d'associer son image à des personnes qui avaient une puissance sur YouTube, et notamment Yomi Denzel et Oussama Ammar. Et c'est, je pense, en associant son image avec ces 2 personnes-là qu'il a explosé. Sans eux, il n'aurait pas explosé autant. Et il est bon. C'est une bonne personne. Il est très bon dans ce qu'il fait. Donc, mais le talent ne suffit pas. Félicitations à lui. Non, après, il y a des coups de chance, des rencontres. Est-ce que tu es dans le bon tempo dans les business, tu vois ? Plein de fois, je me suis dit, regarde, je vendais des sneakers à une époque, et les sneakers que j'allais chercher des exclusivités aux États-Unis, mais j'étais ni dans la bonne région pour vendre ce genre de trucs, ni dans la bonne époque. Parce qu'aujourd'hui, la sneaker, c'est du trading. Hein. C'est la mode, ouais. Il y a des collectionneurs. C'est une folie. C'est du trading. Il y a des mecs qui vont acheter en boutique, ils la revendent, le numéro de série. Moi, je faisais ça il y a 20 ans. Ils étaient en avance sur mon temps. J'achète un hôtel, c'est Covid. Il y a des fois où j'ai raté les tempos. J'ai refusé une émission à la télé. Tu vois ? Ouais, je me souviens.
Tu te rappelles, je te demande des conseils, j'y vais pas. Et je pense que ça aurait pu. Donc des fois, tu fais des choix qu'il faut pas regretter, mais même si t'as bien fait, hein, parce que une fois sur deux, ils cartouchent les. Mais qui t'amènent à peut-être des directions différentes. Le plus important, c'est que tu fais des choix et tu les assumes. Ouais. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as un mot à rajouter? On s'est un peu éparpillé vers la fin, mais est-ce que tu as un mot à rajouter pour donner quelques conseils? Alors, j'aime bien finir par ça, un ou deux conseils à quelqu'un qui a suivi et qui est resté pendant ces 2 heures sur ce podcast et qui se dit je me rêverais d'être avocat, je me rêverais d'être entrepreneur, je me rêverais de me lancer en affaires. Ils m'ont quand même fait un peu peur avec leurs histoires de procès, de machin, de ceci, de cela. Mais voilà. Est-ce que tu peux donner un truc qui aide ou motive, mais que même quand on raconte des choses qui sont parfois compliquées et douloureuses, c'est pour motiver les gens. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Mais toi, je te laisse la parole pour conclure ce podcast qui s'appelle Ambition. En un mot, agir. Je ne suis pas original, hein. Camille Tabage, si tu nous écoutes, agir. Et au-delà de ça, j'ai une autre citation. Alors, je ne sais plus de qui elle était, si c'était Nelson Mandela ou... Je crois que c'était un autre auteur, mais c'est... ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ok. Mais je me rappelle plus de l'auteur, en revanche. On demandera à ChatGPT. Mais écoute, on va rester sur ces jolis mots. Merci, maître Fabien Rosé. Je mettrai ton contact sous le podcast. Si tu acceptes encore des clients, on te contactera, on mettra ton mail et ton numéro de téléphone, ou peut-être que ton mail. Ça va dépendre de tes urgences du moment. Que le mail. Mais en tout cas, tu y réponds. J'y réponds. Ok. C'est super. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, Fabien. Et nous, on se voit bientôt pour des Merci Hassan. des belles aventures. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Exactement.